Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Et ben avec Taku, donc bienvenue Taku, de Manga Corps si vous ne Salut. connaissez pas. On va vous présenter le premier épisode, le premier numéro d'une série que j'ai teasée depuis un petit moment. La série s'intitule Manga Talk Show. Donc le concept est assez simple, ça sera en fait en quelque sorte des podcasts. Et en fait, tout simplement, à chaque émission, on parlera avec un invité d'un sujet spécifique. Donc bien sûr, comme c'est un podcast, en fait, j'ai décidé aussi de mettre en ligne, donc à disposition, le premier épisode et les prochains épisodes de Manga Talk Show sur l'application SoundCloud. Donc on me l'a demandé, on me l'a proposé, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas aujourd'hui c'est un numéro test. Donc c'est pas vraiment le premier numéro parce qu'on en a déjà fait un qui était pas terrible, n'est-ce pas? Du coup voilà, cette fois c'est le premier vrai numéro de l'émission. On verra ce que ça donne. Donc un mot à dire Taku ou pas du tout avant de commencer? Bah écoute, je pense que celui-là va être mieux que le premier, mais le premier était moins bien parce que on avait fait 3 heures de réglage juste avant et on était totalement crevés. En plus, je trouve que la première thématique qu'on avait choisie était pas forcément terrible pour ce format-là. Mais là, avec, on a des choses, on a de quoi discuter, de quoi débattre. Je pense que ça va être plus intéressant. C'est clair que là, on a beaucoup plus de concret d'un seul coup. D'ailleurs, la thématique d'aujourd'hui est assez simple. On va parler, on va dire de façon générale, des éditeurs français de manga. Donc, les principaux acteurs du marché français du manga. Cette émission plutôt sera plutôt en deux temps. Donc, un premier temps, on va plus débattre des points positifs et négatifs de chaque éditeur. Enfin, quand je dis points positifs et négatifs, quand je parle de négatifs, c'est vraiment à proprement parler les axes d'amélioration que certaines maisons d'édition pourraient avoir. Donc ça sera des sortes de suggestions de notre point de vue. Et puis ensuite on va parler, enfin avant toute chose, on parlera aussi des nouveautés manga. Donc que ça soit les nouveautés pures et dures ou les suites qu'on attend chacun de notre côté. Donc on va commencer peut-être avec les sorties manga et honneur aux invités. Donc je te laisse parler des sorties manga que toi t'attends. D'accord. Alors, il y en a certains que j'attends, d'autres un peu moins, mais quand même un peu. Voilà. On peut parler un petit peu d'une sortie de Kurokawa qui devait normalement être déjà sortie. C'est Demon Tune. J'allais en Demon parler Tune justement. voilà, justement, qui est un shonen et qui est terminé en 4 tomes au Japon. Et c'est un manga que j'avais connu à l'époque parce que quand il était sorti au Japon, j'avais lu quelques scans. C'était sympathique sans plus, mais ça restait un bon petit shonen. Donc je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je pense que ça peut marcher étant donné que c'est une série courte, mais j'ai assez peur que la série que l'auteur ne voulait pas créer une série courte de base et que ça a été arrêté parce que ça n'a pas plu au Japon. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Alors, j'ai pas eu d'informations là-dessus, mais j'ai le même ressenti que toi concernant la série, j'ai aussi les mêmes attentes. C'est-à-dire que moi, perso, j'attends Demon Tune, sachant que c'est le nouveau manga, entre guillemets, enfin, le dernier manga en date de l'auteur de Blood Cloud que j'avais plutôt bien apprécié. Ouais. Mais c'est un manga, initialement, si je me trompe pas, qui a été publié dans le Jump Square, donc le Jump SQ, on le voit souvent écrit comme ça, de chez Shueisha. Il a eu une publication mensuelle, et par contre, oui, je crois que c'est un arrêt prématuré. Après, j'ai pas d'informations concrètes là-dessus, mais malheureusement, souvent les mangas du Jump Square durent un peu plus longtemps. Par exemple, tu vois, Blue Exorcist ou ce genre de truc, ça dure sur des années et des années. D'ailleurs, Kemono Incidents, qui est beaucoup plus récent en France, c'est vrai que ça Ouais. dure depuis un petit moment déjà. Donc ça m'étonne qu'il n'y ait que 4 tomes. Je pense que c'est une fin un peu prématurée. Mais comme c'est un Mm. format mensuel, peut-être que l'auteur a eu plus de pages pour préparer sa fin. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est, mais en tout cas, ouais, j'ai hâte de découvrir ce titre. J'ai pas lu les scans et pour l'instant j'aime bien ce que fait l'auteur et puis j'aime bien le car design et ce genre de trucs Ouais, ouais, ouais. et l'univers du Bloodlad mangaka. est très très bien, Bloodlad. Et bon, après, il y avait combien? 20 tomes, un peu moins de 20 tomes, Bloodlad. Alors je vais pas dire de conneries mais ouais je crois que c'est dans ces eaux-là. Je t'avoue que je sais plus du tout. J'ai la série, mais je l'ai rangée, je l'ai pas actuellement ici. Mais je sais que c'était pas hyper long, mais c'était quand même plus de 10 tomes, du moins, je crois. Et c'était vraiment pas mal. Et là, bon, l'univers, le style était assez similaire, du moins. Et donc, on verra bien ce qu'il en est, mais je pense que ça peut être une bonne Hmm. découverte. Après, on verra quand ça va sortir, parce que là, on va pas vous dire de date, hein, tout sur ses sorties, parce que bon, c'est ce qui a été annoncé, bien sûr. Il y a beaucoup de séries qui devraient déjà être sorties.
C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Ouais, c'est clair que c'est un petit peu le problème de la période. C'est-à-dire que d'habitude, si vous suivez un peu ce que je fais sur la chaîne, vous devez déjà être au courant. Je parle d'actu manga en France comme au Japon. Et c'est vrai que je pense que les émissions sont en stand-by jusqu'à nouvel ordre, parce que vu le bordel que c'est, aucun éditeur, et on sait en fait, ça a foutu un grand coup de pied dans le planning dans l'agenda des sorties manga, et personne ne sait vraiment quand est-ce que quoi va sortir exactement. Par contre, concernant Demon Tune, il y a eu un truc assez intéressant qui a été mis en avant lors du dernier Kuro Live, c'est-à-dire le live de Kurokawa sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait Demon Tune va faire l'objet d'une sortie en avant-première, fin avril, si je dis pas de bêtises, fin avril ou début mai, je sais plus, j'ai vu la date. En fait, il n'y a pas eu d'article là-dessus, c'est juste une information qui a été partagée uniquement via le live de Kurokawa, mais apparemment le manga va faire l'objet d'une sortie en avant-première en numérique, donc en version digitale. Et ça sera sûrement une des premières d'ailleurs de la part d'un éditeur français, c'est-à-dire de sortir en fait la version digitale bien avant la version physique. D'habitude c'est toujours un peu synchro, c'est toujours en même temps les sorties. Donc là ça sera une sorte de test au vu de la situation. Je sais pas si tu comptes le prendre en digital ou pas. Moi perso je pense le prendre comme ça du coup. Ça sera plus pratique. Je ne suis pas un grand lecteur de digital. Moi, quand je le peux, j'achète en papier. Sinon, il m'arrive aussi de lire des mangas en scan quand je ne suis pas sûr. Et évidemment, si ça me plaît, j'achète par la suite et je relis. Parce que pour l'instant, je ne vais pas dire que j'ai de la place, parce que c'est pas le cas du tout. Mais on va dire que... manga, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais j'espère un jour avoir la place. Et pour l'instant, j'ai des cartons, on va dire, pour les séries terminées. C'est tristesse, mais c'est déjà ça. De toute façon, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Hein. Peut-être que je vous mettrai la vidéo dans la description. Mais c'est vrai que c'est un côté beaucoup plus pratique pour ça. Bon, après, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est vrai que pour le problème de place, donc le plus grand ennemi, j'ai envie de dire, du fan de manga, c'est vraiment le manga digital. Ça règle vraiment ce problème. Mais bon, par contre, après, c'est vrai que t'as pas la sensation du papier, donc du bon tome entre les mains. Mais bon, ça a ses points positifs et ses points négatifs. Alors, moi, autre nouveauté que j'attendais, je te coupe la parole, c'est vrai, je sais pas du tout si tu voulais... Ah non, tu ne me coupes absolument pas la parole, et au contraire, j'allais te dire, à toi, en fait, hein, donc vas-y. Hein. C'est mon émission, donc si je prends pas les devants, quand même... Et calme-toi, redescends aussi là. J'ai pris la grosse tête depuis que j'ai dépassé les 4000. Non, je déconne. Alors, moi, en sortie que j'attends, c'est un manga dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, c'est tout simplement le manga Act Age. Donc c'est un manga que j'attends particulièrement, que je connais parce que j'ai déjà lu, on va dire, les scans, mais que pour soutenir la série, voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la version officielle du manga et d'avoir justement le manga sur mes étagères. C'est dommage parce que pour l'instant, on ne sait pas du tout quand ça va sortir concrètement. Pour l'instant, ça a été reporté à mai ou juin, je ne sais plus exactement, je suis perdu depuis qu'il y a eu tous ces décalages. Mais en tout cas, j'ai toute façon, hâte de découvrir ces 2 premiers tomes. Ça va être compliqué, hein, parce que là, on ne sait pas trop. Il reporte à mai-juin, mais est-ce qu'en mai-juin, ça va être bon ou pas? On verra bien. Après, moi, c'est vrai que Act Age, pareil. C'est-à-dire que j'ai lu peut-être la moitié des scans qui sont sortis. Je me suis arrêté pour le moment. Je ne sais pas si je reprendrai, parce que après, il y a eu l'annonce du format papier. Et déjà, j'adore, ça c'est clair, parce que c'est vraiment un ovni, ce manga. Il est hyper intéressant, et surtout les sujets qu'il traite, etc. C'est très très bon. Les protagonistes, tous les personnages secondaires aussi, tout est vraiment intéressant. C'est un univers qu'on connaît pas, et une ambiance aussi très maîtrisée. Franchement, ça va être hyper cool, et moi je l'attends avec impatience. Et on était censé préparer une vidéo, au moins on a le temps, hein, parce que du coup, c'est l'avantage, tu vois. Mais c'est clair qu'en termes de ce que propose le manga, déjà le contexte, comme c'est un manga qui parle d'acting, donc le fait de jouer la comédie, c'est inédit. Enfin, perso, je connais pas de manga qui traite de ce sujet-là. Ou alors, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, franchement, c'est rafraîchissant. Et je trouve que c'est audacieux. Ça apporte de la nouveauté. Donc voilà, faudra vraiment vous jeter sur ce manga, parce que je vous le recommande, et puis Taku vous le recommande aussi. C'est clair. Du coup, je vais passer à la suite, mon prochain. Alors, en faisant... ça dure 2 heures non plus. Ouais, voilà, on va aller très vite. Surtout sur celui-là, parce que je l'ai connu juste en faisant quelques recherches là tout à l'heure.
C'est un manga qui a l'air vraiment pas mal. C'est édité aussi chez Kurokawa et c'est aussi une série qui s'est terminée en 4 tomes. C'est un shonen. Ça s'appelle Swords Ragnarok. Je sais pas si t'as entendu parler. Alors là, je connais Moi, pas j'ai du tout. absolument pas entendu parler de cette licence, en sachant que je sais pas. Alors, il a dû, étant donné que c'est sur plusieurs sites, je crois qu'il a été annoncé il y a très peu de temps. Il a été annoncé en même temps que la version papier du film Détective Pikachu, qui aussi sort chez Kurokawa. D'accord, Et, ouais. et du coup, là, voilà, il a été annoncé très récemment. J'ai pas le synopsis, mais en tout cas, j'ai les jaquettes et elles sont vachement belles. Et surtout, c'est une série en 4 tomes. C'est un shonen. Ça m'a l'air assez fantasy. Et je pense que moi, ça va me plaire en tout cas. D'accord, bah je connais pas, tu vois, j'essaierai de jeter un œil. À l'occasion, j'essaierai au montage peut-être proposer un visuel. Non, il n'y a pas de peut-être. Tu vas mettre des Je vais le visuels. faire. Je veux un truc Je quali. vais avoir du taf, mais je vais le faire. Donc ensuite, moi, un autre manga, mais cette fois chez Pika, que j'attends particulièrement, c'est Orient. Orient, qui est le nouveau manga de l'auteur de Magi, ou Magi. Je sais pas comment exactement tu prononces ça, mais en tout cas... Maggie, moi je dis. Ouais, bon, en tout cas, bref. Vous m'avez compris, c'est l'importance. En tout cas, ouais, j'ai pas beaucoup suivi Maggie, je m'étais arrêté très tôt dans l'œuvre. Parce qu'après, l'histoire est partie un peu dans un délire un peu philosophique, j'ai envie de dire, c'était un peu bizarre. Je sais pas, où est-ce que tu t'es arrêté, toi? Est-ce que t'as regardé l'animé? T'as lu le manga? Est-ce que J'ai lu t'es le allé manga, mais je pourrais jusqu'où à plus peu te dire à près? quel tome je me suis arrêté. Honnêtement, Est-ce que, par exemple, tu es allé après l'école de magie que tu l'as dépassé? j'ai dépassé l'école de magie, mais après, ça remonte. J'ai lu le manga au début quand c'est sorti en France, mais ça remonte déjà. D'accord. Je pourrais plus te dire, bon, je me replongerai là-dedans, mais bref. En tout cas, j'aime beaucoup le car design de Orient, et c'est vrai que c'est un manga qui parle de samouraï, tout ça. Et moi, c'est vrai que c'est un univers un peu que j'apprécie. Et c'est un truc qui me fait un peu rêver, les samouraïs. C'est un truc que j'ai toujours trouvé stylé comme concept, et du coup, je sais pas, en termes de dessin et en termes de ce que le manga a l'air de proposer, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, je sais pas, toi, ce que t'en penses, si t'as eu l'occasion, du coup, de le lire. Eh ben oui, du coup, j'ai eu l'occasion de le lire étant donné que je l'ai reçu de la part de chez Pika en début d'année. Mais et ouais, franchement, j'étais très surpris parce que moi, Maggie, j'ai vraiment adoré. J'ai pas tout lu. Je me suis un peu arrêté, mais sans raison. J'avais juste fait une pause et j'ai jamais repris. En sachant que moi, je me suis retapé la saison 2 de l'animé récemment parce qu'elle est vraiment hyper bien. L'animé est ouf. C'est super bien réalisé, etc. Je sais plus le studio, mais c'est hyper bien. Et oui, effectivement, la fin, ça part un peu en cacahuète. Faut que je m'y remette un petit peu. Et du coup, Orient, j'étais très surpris parce que j'étais pas au courant. Moi, quand je l'ai reçu, il avait même pas été annoncé parce qu'il a été annoncé. Il devait sortir en mai, je crois. Il doit encore sortir en mai parce ils l'ont sans doute pas enlevé pour l'instant. Il a été repoussé, si je dis pas de conneries, en juin. Enfin bon, peu importe. D'accord. Pour l'instant, il a été repoussé, quoi. Ouais. Et du coup, moi, j'ai pu avoir le tome 1 entre les mains. Ils vont sortir les 2 tomes d'un coup, je crois. Et c'est déjà dans les chara-design, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est très, ça fait très Mashima hein, qui garde les mêmes chara-design. Sauf que lui, on voit que c'est des styles, des personnages différents. Mais par contre, son style est vraiment particulier. On le reconnaît de loin. Les visages, etc. C'est un truc très shonen, très explosif, avec un héros qui sort, qui est plus classique que dans Maggie. Dans Maggie, on avait Aladdin et Alibaba, qui était Alibaba qui était un petit peu plus classique que Aladdin, qui lui était au contraire assez intéressant dans sa démarche parce que on voit rarement des personnages comme ça, du moins en tant que protagoniste. Donc moi j'aimais bien le côté enfantin, mais en même temps il avait de la sagesse et il s'extasiait pas pour il y avait une sorte de complexe pour dans les le choses personnage qui était assez intéressant dans ouais. Et du coup là le personnage principal est vraiment un personnage de shonen assez classique qui carrément a envie de en gros, il a une mission, il va à fond et voilà, c'est le gars charismatique qui fait en sorte que les personnages secondaires vont venir vers lui, etc. Et voilà, c'est un shonen beaucoup plus classique que Maggie, mais qui peut être tout aussi bien, en sachant que c'est très décalé parce que ça mélange magie samouraï. Je crois même qu'il y a des motos à un moment. Enfin, ça. Je sais, genre de bon délire que j'aime bien. C'est le bordel, mais c'est un bon délire et je pense que ça va plaire à pas mal de personnes. Voilà, c'est cool.
Ok, bah écoute, moi, peut-être que je le recevrai, peut-être ou pas, je sais. On verra si c'est possible. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien découvrir. Ensuite, je sais plus du tout ce qu'on en était. C'est toi, est-ce que t'as encore un truc en attente? Oui, j'en ai Ouais, pas bah mal, vas-y, j'en ai pas mal, je vas-y, t'avoue. continue. Après, il y en a certains. Là, je passe juste vite fait parce qu'il y en avait un qui s'appelle Anonyme de ces Soleil Manga. Soleil Manga, je sais pas si tu lis beaucoup des mangas de chez eux. Aucun, sincèrement, je Ouais, je m'en j'ai pas doutais. souvent Parce que en l'occasion. C'est fait, spécifique un peu comme ils en univers. sortent pas énormément. Et puis, c'est des mangas assez particuliers pour la plupart. Moi, j'en ai quelques-uns, mais pas énormément. Et du coup, voilà, lui, c'est Anonyme. C'est une série en 4 tomes terminés aussi, comme quoi j'ai que des séries courtes. Et cette fois, c'est un shonen, mais la couverture fait très seinen. Tu le verras au montage. Mais du coup, ça a l'air très particulier. Je dis pas que forcément que ça m'intéresse, mais ça m'intrigue. Et je vais pas aller plus loin que ça. Et je vais directement enchaîner sur une autre nouveauté Vas-y, pour que ça aille très continue. vite. D'accord? Fais comme tu veux. Moi, je voulais juste parler un petit peu d'un manga que j'ai reçu aussi. Je l'ai pas entre les mains, je sais plus où je l'ai mis. Et c'est un manga de H2T, donc affilié à Pika, mais maison d'édition quand même, Ouais, un voilà, peu comme propre. Nobinobi avec Pika, c'est ce genre de truc-là. Oui, c'est un peu ça. Je sais pas trop, j'ai pas encore les détails, j'ai pas vraiment les détails. Et H2T, ils ont fait des séries assez particulières. Moi, j'avais déjà rencontré les personnes qui travaillent chez H2T parce que j'avais fait une interview avec l'envers du manga. Et parce qu'ils ont 2 auteurs italiens. Je sais qu'il y a Salvatore Nives, quelque chose comme ça. J'ai leur manga, j'ai pas encore pris le temps de les lire, mais j'avais eu déjà quelques voilà, quelques a priori des gens, etc. Et du coup, là, voilà, c'est un manga qui s'appelle Wandering Souls, que j'avais reçu aussi de Pika en début d'année. Et c'est en 2 tomes terminés. Et j'ai été vraiment très surpris parce que les dessins, je sais pas, enfin, la jaquette m'avait pas donné envie. Je me suis dit, bon, bah, je vais le lire, quoi. Et franchement, c'était juste très, très bien. Ça ressemble plus à un seinen qu'un shonen. J'ai assez peur que ça soit terminé en 2 tomes parce que effectivement, il se passe pas mal de choses dans le premier tome, mais quand même, on en veut plus et c'est tout un univers. Ça aurait pu faire 10 tomes. Donc on verra bien ce qu'il en est. Mais en tout cas, moi j'ai assez hâte. C'est Wandering Souls et ça sort chez As2T. D'accord, Voilà. bah j'en avais même pas entendu parler, donc comme quoi cette émission a de l'intérêt même pour moi. Bah écoute, je mettrai Voilà. l'image au montage, puis on regardera ça. Pas pour ceux, bien sûr, qui regardent sur YouTube l'émission, et pas sur Mm. SoundCloud. Et t'en as d'autres, toi, des œuvres à présenter? Ouais, j'en ai une dernière, et Vas-y. peut-être paraître étonnant, parce que c'est vrai que c'est pas souvent un auteur que je mets beaucoup en avant sur la chaîne, mais c'est Heroes, donc le spin-off de Hiro Mashima, qui est prévu normalement pour Ah, le 17 juin. t'as lu pas les scans, mais les simultrades. Enfin, voilà. Alors, j'ai lu les 3 premiers chapitres de Heroes quand c'est sorti, et j'ai plutôt bien accroché pour une raison, bien que je sois pas forcément d'accord avec tout ce que fait Hiro Mashima, surtout ce qu'il a fait de Fairy Tail par la suite. Fairy Tail, c'est un manga que j'ai kiffé sur les 30 premiers tomes, honnêtement, je vais pas me le cacher, mais après j'ai moins aimé le délire un peu trop étiré par rapport à ce qu'il a fait avec son univers. Il est tombé dans la facilité et c'est dommage. Mais par contre, un truc que j'aime bien, et je t'en avais déjà parlé, d'ailleurs, c'est que moi j'apprécie particulièrement quand un auteur a son propre univers et puis qu'il le met en avant, qu'il exploite vraiment à 200%. Euh, Là, en fait, l'auteur a profité du fait qu'il a un style graphique à chaque fois un peu similaire sur toutes ses œuvres pour créer une sorte de connexion entre ces 3 œuvres principales qui sont notamment Rave, Fairy Tail et Eden Zero. Et du coup, moi j'aime beaucoup, bon, bien que Hiro Mashima ait ses défauts, c'est quand même un bon gars hyper doué en dessin, ça franchement c'est indéniable. Et j'aime beaucoup voilà, le fait que le mec il assume pleinement qu'il a créé un univers et il développe une multitude d'histoires en fait dans le même univers. Et j'aime beaucoup vraiment parce que ça donne beaucoup plus de profondeur, je trouve, aux œuvres. Quand tu lis Fairy Tail, quand tu lis Rave ou quand tu lis Eden Zero, t'as toujours en tête en fait qu'en parallèle, il y a ces autres histoires qui se passent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends un petit peu Et le donc, ressenti, ouais. bien que l'auteur, voilà, il ait ses défauts, j'ai quand même trouvé ça assez cool sur les 3 premiers chapitres, que l'auteur arrive à faire coexister ces 3 univers dans un seul et même univers qui est vaste en fait. Et j'ai trouvé ça pas mal, et bon, j'ai décidé ensuite de pas lire la suite pour découvrir en version papier. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Je sais pas toi si t'es spécialement intéressé par ça ou pas, mais en tout cas, ça Moi, a l'air j'aime bien. prometteur.
j'aime bien Hiro Mashima. Moi, Fairy Tail m'a plu, même à la fin. Même si les 2 derniers arcs, pour moi, sont un peu ratés, très similaires et très chelous. J'ai pas aimé la fin, bien sûr. Mais avant ces 2 derniers arcs, j'ai vraiment kiffé Fairy Tail de bout en bout. Et j'accroche complètement à Eden Zero, à ce qu'il est en train de faire actuellement. Et de plus, j'ai pas mal apprécié Rave. D'accord, moi, Rave, autant j'avais kiffé, tu vois. Autant Fairy Tail, bon, c'est mitigé. Eden Zero, j'ai pas du tout accroché. J'ai laissé tomber au bout de 2 tomes. Et là, j'ai décidé de m'y remettre. Donc, j'ai pris les 5 premiers tomes en e-book. Enfin, j'avais les 2 premiers en physique que j'ai vendus, puis j'ai décidé de m'y remettre. Donc, je les ai pris en digital. Donc, je te redirai mon avis là-dessus. Je t'avoue que je suis pas convaincu par les 2 premiers tomes. Après, on verra par la suite. Mais on m'a dit qu'à partir des chapitres 50, je crois, un truc comme ça montait vraiment crescendo en puissance, l'histoire, Ouais, et que ça avait un côté beaucoup plus épique. Donc moi j'attends de voir. J'étais assez déçu depuis longtemps, j'ai pas été vraiment satisfait par ce que propose Mashima depuis un petit moment, mis à part les premiers chapitres que j'ai lus de Heroes. Donc on verra ce que ça donne. Bon, pareil, c'est pas encore le sujet du truc, mais je pense que si j'ai vraiment accroché, j'en ferai sûrement une vidéo analyse ou une connerie comme ça. Bon, ça marche. Moi, pour ma part, j'ai fait le tour des sorties manga que j'attendais, qui arriveront je ne sais quand le coronavirus aura terminé. Ben moi, il m'en reste 2. Je te laisse les présenter, puis après on passe à je vais vite fait enchaîner, du coup. Ouais, parce qu'on n'a pas le temps. Ouais, on n'a pas le temps, là, faut y aller. Il y a donc de Delcourt Tonkam, et les 2 d'ailleurs, ce sont de Delcourt Tonkam. C'est Arifureta, le premier. Arifureta qui est un isekai, un revenge. En fait, les 2 sont des revenge isekai. Donc, je rappelle, c'est quand un personnage va dans un autre monde et se fait trahir soit par ses camarades, soit par la déesse qui l'invoque. Donc c'est ce qu'on retrouve dans The Shield Hero, je sais plus. The Rising of the Shield Hero. Merci beaucoup. Je sais pas si la prononciation est bonne, mais mais en tout cas le titre est bon, et du coup c'était à peu près le précurseur du Isekai Revenge, et du coup là il y en a 2 autres qui arrivent. Donc Arifureta, qui est assez populaire, qui a eu un animé qui était totalement dégueulasse, l'animé. Donc faut le dire. Il faut dire les choses. Ils ont toujours des réussites, les amis. Ils ont mis de la 3D n'importe où. L'histoire a été bâclée, et le manga, moi j'avais commencé à lire quelques scans, et était très très beau, et je suis agréablement surpris de le voir arrivé chez Delcourt Tonkam. Donc c'est 3 tomes au Japon pour le moment, mais ça c'est en cours. Et donc il arrive, il devrait déjà être sorti, je crois, si je dis pas de conneries. Et malheureusement, il a été reporté. On verra quand. Et donc il est pas mal du tout. Et le prochain, il est un peu moins connu, mais par contre, je connais celui qui fait la traduction française en France. Et il fait quand même pas mal de vues sur ses scans. En France, le titre va être The Brave with Revenging. Donc, pareil, je connais pas. La revanche, bien sûr. Donc là, c'est pareil, c'est l'histoire d'un héros qui, cette fois, il se fait pas trahir dès qu'il arrive dans le monde. C'est-à-dire que cet isekai, il arrive dans un nouveau monde. Je crois, enfin, j'espère pas dire de conneries. Je crois que c'est un isekai, parce que je me rappelle plus du début, mais je crois. Oui. D'ailleurs, ça doit être ça. On te pardonne d'avance. Et il y a pas de souci avec la déesse. Il arrive, il se fait des amis, etc. Mais ça, on le voit pas. Mais il y a vite fait un résumé. C'est pas du spoil. Et donc le héros va sauver le monde, va tuer roi démon, etc. Et ensuite, il va se rendre compte qu'en fait que c'était pas forcément les démons les méchants, mais plutôt les humains qui l'ont trahi juste après et qui ont essayé de le buter. Et en fait, il se rend compte que la princesse qui l'a accueilli, ses compagnons et tout, c'était tous des salauds. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est là que vient la revanche, étant donné qu'il se fait ressusciter. Et là, il change de personnalité et il devient un antagoniste hyper badass. J'ai rarement vu un antagoniste aussi badass. Et voilà, donc, il s'appelle le héros Raoul. Il passe vraiment du statut de héros à antagoniste. Ah, totalement, parce que ça, pour le coup, ça m'emballe. Parce que moi, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, et moi-même, quand j'étais plus ado, je m'amusais à écrire des scénarios de manga, tout ça, des histoires. Et j'ai toujours en fait privilégié un petit peu ce format où à un moment, t'as le héros qui bascule et qui vire à l'antagoniste. C'est pas sûr que les mangas le font, et là pour le coup, ça par contre serait bien. C'est très intéressant, et justement c'est un peu différent de Naofumi dans The Rising of the Shield Hero, parce que Naofumi,
même si au début on se dit oh putain ça devient un peu un antagoniste, il est un peu méchant avec les gens, mais il a toujours un bon fond. Alors que là le héros devient un antagoniste et vraiment à aucun moment il regrette ce qu'il fait, vraiment à aucun moment. Après le manga est fait de telle sorte que nous aussi on a envie qu'il les défonce parce que c'est vraiment tous des cons, hein. Vraiment il se rend compte que voilà ça a été vraiment voilà, des bâtards avec lui et avec beaucoup de gens, hein, mais ça vous le verrez. C'est en 2 tomes en cours. Je crois que la parution est assez longue, prend du temps. Ça doit être mensuel peut-être, enfin Ouais, c'est un light mensuel. novel d'origine ou pas? Si c'est le cas, c'est peut-être Je pour ça crois que que c'est long. je crois que c'est un light novel et je pense qu'il doit y avoir 2 tomes dans l'année peut-être. Je dis ça, mais j'en sais absolument rien. En tout cas, ça arrive chez Delcourt Tonkam et j'étais pas au courant. Je l'ai vu tout à l'heure et j'en suis très content parce que c'est une œuvre que j'apprécie énormément. Donc on verra ce qu'il en est et en tout cas, moi je vous le conseille. Les Isekai Revenge, c'est la mode et il y en a des très très bons. Bah écoute, moi je regarderai, en tout cas je vous mettrai tout ça pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Je leur mettrai tout ça dans la description. Et moi je jetterai un œil Yes. parce que ça a l'air pas mal du tout. Tu m'as bien vendu un Isekai. Je sais que t'es monsieur Isekai habituellement. Mais c'est pas mon genre que j'affectionne le plus pour l'instant. Mais après pourquoi pas. Alors, maintenant je te propose de passer à la suite, qui est tout simplement les éditeurs de manga de façon générale. C'est-à-dire Ouais. que là, ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est on va parler des éditeurs, certains éditeurs bien sûr, de manga, mais on va en parler en fait de leurs points positifs, donc les points qui sont pas mal à aborder selon nous, les choses assez bonnes à souligner de la part de ce qu'ils font de façon générale, sur leur travail, sur leur licence, ainsi que les axes d'amélioration, c'est-à-dire que des trucs où on est peut-être moins d'accord avec la vision ou la ligne éditoriale de l'éditeur, mais on va donner du sens, on va expliquer pourquoi de notre point de vue. Ouais. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En tout cas, moi je l'ai compris, mais bon, vu qu'on en a parlé juste avant, c'est un peu normal. C'est ça. Mais bref, Voilà. du coup, ça va se segmenter en 2 points. Les points positifs et ensuite les axes d'amélioration, les trucs Ouais. qui serait bien que les éditeurs corrigent dans le futur pour peut-être gagner encore plus en impact et en qualité Ouais. par Alors, rapport à leur titre. je tiens à préciser qu'évidemment, c'est notre avis et on n'est absolument personne pour les critiquer. Et c'est pour ça que ce n'est absolument pas une critique en mode ouais, toi tu fais ça, c'est pas bien. Non, j'ai parlé avec pas mal de maisons d'édition et souvent s'ils prennent une décision, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc évidemment, c'est juste des points qui sont dommages pour nous, mais ça veut pas dire qu'ils sont qui n'ont pas pris connaissance et qui voilà c'est déjà arrivé qui mettent quelque chose parce que l'œuvre originale là et de base c'était pas une bonne idée ou que l'édition soit pas possible, enfin voilà c'est déjà arrivé donc Tout à fait. Là, en fait, c'est tout ce qu'on va expliquer là, c'est purement subjectif. C'est-à-dire que c'est notre avis, mais on n'est pas là pour tacler les maisons d'édition. C'est des entreprises, tout simplement. Elles font leur boulot, elles font leur taf. Après, on n'est pas toujours forcément d'accord avec le taf qui est fait, mais ça veut pas dire qu'on les dénigre. Donc, je veux pas forcément de haters ou de trucs comme ça dans la vidéo. C'est vraiment un échange à la cool. On est là, on est posé, puis on parle de tout ça ensemble. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Peu importe, comme tu veux. moi je te propose de diriger un peu le truc, c'est-à-dire Ouais. que tu fais une maison d'édition et on en discute. Alors, ok, bah écoute, moi je te propose de parler de Glénat, un des plus gros acteurs du marché du manga en France. Il me semble qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est l'éditeur numéro 1 d'ailleurs. Alors, c'est un éditeur que j'aime beaucoup. Déjà, c'est l'éditeur de Dragon Ball en France, l'éditeur de One Piece, d'autres grosses licences. Il y en a tellement, Bleach aussi, pour citer que ça. Mais c'est un éditeur qui, comment dire, qui me pose problème sur certains trucs. Bon, déjà, un des points positifs que j'aime bien, et qui pourtant fait débat depuis plusieurs années chez Glénat, c'est tout simplement la nouvelle direction qu'ont pris la maison d'édition concernant en fait la qualité du papier. Tu sais, quand ils éditent en fait leurs mangas. Il y a quelques années, c'est vrai qu'ils sortaient des mangas avec un papier beaucoup plus épais. Par exemple, les tomes de One Piece, tu vois, c'est le plus flagrant. Par contre, des Ah, fois, j'étais c'était un même pas petit au peu courant, tu vois. compliqué pour tourner les pages, tout ça. Mais les gens étaient contents parce que, d'après eux, c'était un papier de qualité. Et là, ça fait depuis quelques années où ils ont changé en fait la qualité du papier. Et on a un papier beaucoup plus fin qui se rapproche un peu plus des mangas au format Tokobon comme on peut l'avoir au Japon. C'est-à-dire un papier vraiment super fin, hyper souple et que tu peux tourner beaucoup plus facilement. C'est un point qui a fait débat parce que plusieurs gens ont crié en scandale comme quoi c'était pour faire des économies puis gratter un petit peu de sous. Mais de mon point de vue, c'est plutôt une bonne idée parce que, par exemple, quand tu prends un manga comme One Piece,
À l'époque, c'est vrai que quand tu lisais ton manga, c'était un peu chiant parce qu'il fallait vraiment le tordre dans tous les sens. Et je trouve que depuis qu'ils ont pris vraiment ce papier, qu'ils l'ont appliqué sur toutes leurs licences, ou toutes les rééditions et toutes les réimpressions qu'ils ont fait, c'est un papier qui me convient bien. Donc pour moi, c'est un point positif que j'aime bien chez l'éditeur. Voilà, c'est très proche du format japonais, et c'est un truc que j'aime particulièrement. Je sais pas ce que t'en penses, toi, par rapport à... C'est un peu Bah moi, pour te dire, mais c'est un point positif. Effectivement, c'est un point intéressant parce que moi, je suis pas forcément. J'ai rarement eu de problème avec des soucis de qualité de papier. J'ai vu vraiment la différence quand j'ai commencé à recevoir des épreuves non corrigées qui vraiment sont imprimées sur du papier hyper fin, hyper de basse qualité, quoi. Mais c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est pour juste oui, c'est des qu'on se fasse une idée de voilà, le truc, et puis c'est pour qu'on se fasse une idée de l'œuvre, et c'est déjà pas mal. Enfin après ça dépend les épreuves évidemment. Après je sais qu'il y a d'autres maisons d'édition qui font des choix, des petites maisons d'édition, je vais pas forcément les citer parce que bon, ils débutent, ils ont pas besoin que non, on n'est pas là pour porter en porte-à-faux des personnes. Voilà, exactement. Après il y en a d'autres qui font du super papier, et ça j'ai été étonné de fou, hein. Je prends l'exemple de Nazca avec Todag, mais j'en parlerai tout à l'heure, qui font un papier de grosse qualité. Bon, c'est pour de la couleur, c'est normal, mais après c'est vrai que maintenant que tu le dis, après moi j'ai jamais eu de One Piece en format papier. Mon Dieu, sacrilège. Ouais. C'est la seule grosse licence où j'ai jamais eu ça pour l'instant. Mais je me la prendrai bien sûr tous d'un coup d'occasion, je pense. Ou à part si un jour il y a une perfecte édition, mais il faut déjà que One Piece. Faudrait déjà que ça sorte au Japon, donc tu peux toujours attendre. Mais je pense qu'une fois que One Piece sera terminé, ça se fera. Mais tu peux encore attendre au moins 10 ans, je pense que. Voilà. Donc après moi le format papier, enfin le style de papier, la qualité de papier n'a jamais eu trop été problématique pour ma part. Mais je comprends tout à fait que certains habitués, certains puristes comme toi puissent. Moi, je suis monsieur technique, je t'avoue que. Mais t'as raison. C'est un truc qui me plaît particulièrement, mais c'est vrai que souvent ils ont été critiqués pour ça. Mais moi, c'est un point que je mettrais plutôt dans les points positifs, tu vois. Par contre, en revanche, si je devais parler des axes d'amélioration, des choses que pourrait corriger Glénat dans le futur, c'est tout simplement les corrections. Les corrections par rapport, si tu veux, à leur traduction. Je sais pas si tu vois où ce que je veux en venir. Moi, je pourrais te parler d'un certain compte Twitter qui avait déjà eu des problèmes avec Glénat. Je sais pas si tu en as entendu parler. Oui, je pense qu'on peut le citer. En fait, il s'agit du compte Twitter. J'ai un trou de mémoire, bien sûr. Furiogang. Furiogang, voilà. Oui. Quelqu'un d'assez sympa. J'avais très peu discuté avec lui, mais voilà, on a eu quelques échanges. Et je pense pas que la méthode qu'il a utilisée pour discuter avec Glénat était la bonne. Voilà, c'était un peu extrême, etc. Donc voilà, chacun ses choix, mais forcément, c'était pas très bon. Mais effectivement, il y avait, c'était compliqué dans le sens où on s'en rend compte parce que lui était très pointilleux là-dessus, parce que sur les Furios, etc., il parlait japonais, il faisait de la traduction lui-même. C'est son truc, c'est son bébé, on peut dire. Et il avait vu énormément de fautes. C'était sur quelle œuvre déjà? Alors, il l'a vu sur Tokyo Revengers, que j'ai juste là. Ah oui. C'est là, en fait, où il a pu signaler de fautes, parce que, comme lui, son domaine de prédilection d'origine, c'est le Furio. En fait, lui, c'est son truc, tu vois. C'est un langage assez particulier qui utilise un petit peu l'argot japonais. Donc, le langage un peu de la rue, mais japonais. Ouais. Et c'est vrai qu'à retranscrire, c'est pas forcément simple. Mais c'est vrai qu'il se plante assez régulièrement sur certaines tournures de phrases, sur certains noms, sur certains trucs. Et c'est vrai que c'est dommage. Mais il n'y a pas que Tokyo Revengers. Il y a aussi sur Dr. Stone où parfois il y a des petites coquilles qui passent. Je trouve ça dommage. Ah oui. Et c'est pas tout. La plus connue au niveau des coquilles, c'est sur One Piece, où j'ai l'impression qu'à chaque tome, t'as un truc, soit une retranscription française de nom qui devrait pas avoir lieu, selon moi. Oh oui, là, il y a eu des grosses polémiques là-dessus, avec Don Chien, etc., par exemple. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, ce qui m'énerve, c'est que One Piece est comme la plus grosse licence en termes de manga au monde, et que sur chaque tome, t'as une coquille ou un truc qu'il n'y a pas. Après, mais surtout que, après, si là, c'est des choix, et à quel moment tu peux te dire, je vais faire ce choix parce que j'ai envie, alors que personne n'est d'accord avec moi. Il y a un moment, il faut peut-être se dire, je sais pas. Après, moi, j'aimerais bien avoir leur point de vue là-dessus. Hein. Comme je disais, ça se trouve, il y a vraiment une raison. Mais pour ma part, je ne la connais pas et je trouve ça vraiment dommage. Après, je comprends, ils veulent faire une traduction jusqu'au bout.
Voilà, je sais pas. Ouais, après, généralement, quand il y a une polémique, en fait, Glénat correspond sur Twitter. Enfin, j'ai déjà vu quelques trucs passer sur Twitter. Surtout, souvent, c'est le traducteur qui intervient. Il donne du sens, il explique. Mais c'est vrai que souvent, c'est pour une volonté, en fait, de comment dire, coller, par exemple, si je prends le cas de One Piece, de coller à l'ambiance de One Piece. L'univers de Eiichiro Oda, en fait, c'est composé de plein de personnages avec des noms comiques ou avec des jeux de mots que bah, nous, on trouve ça stylé, mais c'est vrai qu'on peut pas forcément comprendre. Et souvent, les traducteurs se basent vraiment sur comment dire, l'expérience de lecture, la retranscrire le mieux possible. Donc, de leur côté, c'est vrai que leur explication est légitime, mais je trouve ça dommage parce qu'au final, depuis des années, les fans réclament une traduction fidèle, proche, où quand tu as un nom japonais, tu vas pas t'amuser à le changer. Parce que à ce compte-là encore, s'ils changent tous les noms japonais pour les retranscrire avec son jeu de mots pour qu'on puisse le comprendre, nous, public français, je peux comprendre si tu veux. Mais par contre, dans ce cas-là, fais-le sur tous les noms et pas sur un nom de temps en temps, tu vois. Ouais. Surtout que ça fait des résultats assez spéciaux des fois. Et je pense que c'est peut-être le public français qui est pas forcément habitué à ça, alors qu'au Japon, les blagues de ce genre doivent être monnaie courante. C'est clair, donc voilà, je trouve ça dommage. Surtout que, comme vous l'avez vu là, rapidement, enfin si vous nous regardez sur YouTube, j'ai montré que quelques tomes de manga. Je suis sûr que c'est sur plusieurs licences. Là, en ce moment, je suis en train de me relire les Bleach en digital. Tu vois même qu'il y a une évolution de la traduction entre les premiers tomes et les derniers, tu vois. Au début, tu as des trucs qui sont tout francisés, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Retranscrits en français, les attaques, les trucs comme ça. Et puis après, au fur et à mesure que tu avances dans le récit, tu sais pas pourquoi, mais il laisse purement le terme japonais avec un petit astérix et l'explication en fait du traducteur. Ça, je préfère ça personnellement. Mais c'est vrai que du coup, que c'est pas très cohérent. Puis des fois, tu as des trucs un petit peu, des tournures de phrases un petit peu bizarres. Mais bon, après, c'est que mon avis, mais je trouve que c'est le point majeur que devrait corriger Glénat. C'est vraiment cette rigueur par rapport à la traduction. Tu vois, se mettre en accord avec, je sais pas, en interne, avec des fans, tout ça. Parce que quand tu regardes Dragon Ball Super, par exemple, la traductrice, j'ai peur d'écorcher son nom, du coup, je vais seulement dire la traductrice. Mais en fait, c'est la traductrice qui a repris en fait Dragon Ball avec la Perfect Edition. Et franchement, la traduction, il n'y a absolument rien à redire. Elle bosse également sur Dragon Ball Super. Et franchement, je trouve que tous ces choix, mis à part sur le réflexe transcendantal, donc l'Ultra instinct qu'ils ont changé, mis à part ce choix-là, je trouve que franchement, il n'y a absolument rien à dire sur cette licence. Et ça serait bien en fait d'avoir vraiment des gens assez pointilleux là-dessus, des vrais fans qui connaissent totalement l'univers, et qui sont aussi doués en traduction, qui prennent les licences. Parce que la personne qui traduit Dragon Ball Super, c'est une fan avant tout, et ça se ressent, si tu veux, dans la retranscription. Donc peut-être que ça serait le moyen d'essayer de corriger ces loupés, mais je trouve que c'est dommage, parce que ça suscite plus de haine envers l'éditeur parfois, justifié ou pas, peu importe, chacun son point de vue, et alors que ça éviterait du drama d'avoir un truc vraiment plus carré et plus cohérent. Donc voilà, c'était le sujet sur Glénat. Je sais pas si t'as un truc à ajouter en particulier ou pas. Non, pas du tout. T'as des points vraiment plus intéressants que moi là-dessus parce que je suis pas aussi pointilleux que toi et du coup c'est assez agréable d'avoir un aspect technique, voilà. Ok, bah écoute, ça fait plaisir à entendre. Est-ce que tu veux passer au prochain éditeur ou pas du tout? Je te laisse parler du prochain. Oui, si tu veux. Peut-être qu'on peut parler d'un petit sujet assez sympa. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de Panini, par exemple? Panini, c'était le prochain sur ma liste. Donc bon, j'ai écrit totalement mal, mais c'est le prochain, le suivant. Alors, je te laisse dire ce que tu avais envie de dire sur l'éditeur. Ouais. Alors moi, j'avais... Ben, ça tombe bien, donc je vais commencer un premier point et tu enchaîneras. Parce que moi, j'en ai pas beaucoup. Hein, je ne suis pas aussi pointilleux que toi. J'aurais plutôt le sujet que je t'avais dit tout à l'heure qu'on fera à la fin, je pense, une fois qu'on aura cité quelques maisons d'édition, sur les Perfect, du coup, les éditions spéciales. Donc Panini, ben, déjà, ce qu'on peut en dire, c'est que moi, j'avais pas mal d'œuvres de maisons d'édition qui malheureusement ont été arrêtées. Je prends l'exemple de Mackenkie qui a été arrêté alors qu'au Japon il est terminé. Trinity Seven qui va reprendre et qui avait été mis en pause. Même pas en pause, non, il avait ralenti, c'est tout. Donc on a eu assez de la chance. Il va y avoir une vague de réimpression d'ailleurs. Ouais, donc c'est vraiment très agréable. Il va arriver en avril, malheureusement Trinity Seven ça va être porté aussi, je pense, avec le prochain tome. Voilà. Après, il y a leur choix, bien sûr, qui arrivait assez tard, mais qui est arrivé quand même sur les Demon Slayer.
de transformer les rôdeurs de la nuit en Demon Slayer, qui était une bonne idée, et leur idée aussi de pouvoir aller chercher une nouvelle jaquette. Ça aussi, c'était très intéressant de leur part. Et en plus, l'apparition est assez rapide. Je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, c'était une bonne idée pour ma part. Même si ils l'ont prise assez tard. Quand même. Ouais. Là-dessus, d'ailleurs, je peux peut-être rebondir avec des compléments d'infos. C'est tout simplement que moi, comme pas mal de monde, c'est vrai que j'avais plus trop confiance à force avec Panini. Parce que le problème que tu avais, c'est que tu commençais souvent une série, mais tu savais pas le rythme de parution, quand est-ce que ça allait s'arrêter. Ça pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. Et du coup, tu pouvais entamer une série comme que t'aimais bien, et puis d'un seul coup, ça s'arrêtait, tu savais pas pourquoi. C'était le cas des Rôdeurs de la Nuit, donc Demon Slayer, où le manga est sorti dans un secret les plus total. Franchement, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Du coup, ça a fait un flop. Moi, j'avais acheté les 3 premiers tomes à l'époque. Les chiffres de vente étaient vraiment pas bons, sachant que, par exemple, au bout d'un an de sortie, le premier tome n'était même pas écoulé à 500 exemplaires en France. Donc, pour dire comment c'était mauvais. Et donc, forcément, comme ça se vendait pas parce qu'ils n'avaient pas communiqué là-dessus, et ben, c'était tombé à l'eau. Donc, ils avaient ce cas-là, en fait, sur pas mal de leurs séries, de leur catalogue. C'était un classique, en fait. C'était limite un running gag, en fait, à force. Quand tu savais que Panini éditait un truc, tu savais même, t'étais quasi sûr, voilà, que la série, t'allais pas en voir le bout en France. Et en fait, est venu Japan Expo l'année dernière. Et en fait, j'ai été démarcher justement l'éditeur Panini pour essayer de discuter un peu avec, du pourquoi, du comment, tout ça. Donc j'avais partagé un peu des informations là-dessus. Bah, t'étais avec moi d'ailleurs. J'avais partagé un petit peu d'informations là-dessus sur les réseaux. Et en fait, il s'avère que Panini a changé en fait de directeur éditorial, si je dis pas de bêtises. Et en fait, j'avais pu directement échanger avec le responsable commercial de Panini. Et puis il m'avait informé qu'il y avait eu en fait un changement important au niveau éditorial et qui misait beaucoup en fait sur le succès de Demon Slayer afin de booster justement les ventes de Panini et faire vraiment de Demon Slayer le fer de lance de l'édition Panini Manga pour en fait pouvoir refinancer d'autres trucs derrière. Et en fait, en ayant échangé avec l'éditeur, c'est vrai que je me suis rendu compte que mon interlocuteur, je vais pas le citer parce que peut-être qu'il veut pas être forcément cité, mais c'est vrai que mon interlocuteur savait vraiment, ça se voyait qu'il savait où qu'ils allaient, et c'est vrai que ça donnait beaucoup plus confiance. Donc j'avais partagé les informations exclusives que j'ai vues à l'époque, comme quoi ça allait s'appeler Demon Slayer, qui aurait le logo de Wakanim en fait directement dans les jaquettes, et puis plein de petites informations comme ça. Et c'est vrai que entre temps, depuis, ça fait un an quasi que le changement éditorial a été fait. Et c'est vrai que tous les défauts qu'on pouvait reprocher à Panini Manga, ils ont été corrigés. Donc c'est-à-dire que plein de séries comme Happy, comme Family Compo, ce genre de choses ont été rééditées. Pareil pour Trinity Seven. D'autres trucs comme ça. Donc peu à peu, en fait, ils rééditent les séries qu'ils avaient un petit peu mis en stand-by, qu'ils avaient stoppées. Et moi, du coup, je suis très satisfait par rapport à ça parce que je trouve que c'est cool. Et en fait, l'image de marque était peut-être un petit peu entachée pendant des années pour Panini. Et là, au fur et à mesure, l'image de marque commence à être un peu redorée. Ils redorent un peu leur blason. Et c'est plutôt pas mal parce que du coup, ce qui fait que ça montre aux gens que fallait faire confiance à l'éditeur par rapport à leur nouvelle ligne éditoriale. Pardon. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que j'ai été surpris de voir tout à l'heure qu'il y a des œuvres là qui appartenaient à Panini, qui, je ne sais pas s'ils ont été rachetés, s'ils ont perdu les droits ou quoi que ce soit. Mais par exemple, il y a peu chez Meian, il y a Shigirui qui va être réédité. Et Shigirui appartenait de base à Panini, qui avait fait que 13 tomes sur les 15. C'est bête de s'arrêter à 2 tomes d'ailleurs de la fin, mais du coup ils avaient édité que 13 tomes et là Meian a annoncé qu'ils vont rééditer le manga et donc c'est agréable de voir que je sais pas si Panini laisse les licences à d'autres éditeurs ou carrément ils ont juste perdu les licences et c'est juste que d'autres maisons d'édition les prennent, mais en tout cas on a des anciennes licences qui reviennent sur la route, quoi, et c'est assez agréable. Et moi, j'attends Mackenzie, par exemple. Il y en a peut-être d'autres que j'ai de Panini, mais c'est vrai que ça serait bien que certaines séries reviennent, quoi. Bah oui, du coup, c'est plutôt pas mal, parce que comme Demon Slayer, finalement, ça marche. Les gens ont vu que l'éditeur était réglo par rapport à ce qu'ils avaient annoncé un petit peu par rapport au changement éditorial.
C'est vrai que l'éditeur est devenu un peu plus sérieux, mais c'est vrai que sur certaines séries, je pense parce que les droits en fait se négocient en permanence. Je connais pas les délais, du coup je vais pas aller dans le détail, mais c'est vrai que du coup c'est possible que l'éditeur soit premièrement ait perdu la licence. Voilà, on va pas s'avancer, mais c'est qu'une théorie. Soit ensuite, Mehan a très bien pu racheter la licence et du coup rééditer ensuite le titre qui s'est arrêté. C'est d'ailleurs ce qu'ils font avec des maisons d'édition qui ont déjà coulé. C'est le cas sur The Breaker et ce genre de choses, où l'éditeur avait coulé, ils ont repris le truc. Mais c'est vrai que du coup, c'est plutôt pas mal ce que fait Panini, parce que c'était plutôt un éditeur décrié, et qui au final a su se relever, s'imposer comme avec une nouvelle dynamique. Et c'est plutôt pas mal, parce que ce qui fait que, regarde, t'as même Angel Heart qui revient dans une nouvelle édition, plein de trucs comme ça, et perso, ça me fait super plaisir. Donc merci à Panini, je pense qu'ils verront jamais la vidéo, mais j'adore vraiment ce qu'ils font maintenant. Oh si, bien sûr que si. Et je les soutiens à 200%, sincèrement. Ah totalement. Parce que voilà, ils ont ils ont fait un pari qui s'est avéré payant, ils ont su redonner confiance aux clients, faut dire ce qu'il en est. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc ils rééditent des vieilles séries, ils ont pris un nouveau virage éditorial, et puis voilà. C'est tout ce que j'avais noté, hein, principalement. J'ai écrit pareil. Ça va me relire. Ah bah bravo. Écoute, moi je pense qu'on peut passer à la suite. Je t'en prie. Quelle maison d'édition? On va peut-être accélérer parce que sinon la vidéo va faire 2 heures. Oui, je rappelle qu'à l'origine, normalement, le concept de l'émission, c'est de faire des formats courts. Mais bon, finalement, ça va peut-être durer 1 heure au moins, je sais pas. Je propose d'enchaîner chez Mehan, parce qu'on en parlait rapidement là, du coup, ça serait cohérent comme transition. Ça marche. Est-ce que tu as des choses à dire? Je te laisse la parole dessus. Oui, bien sûr. Moi, je tiens à donner mon avis sur Mehan. J'ai jamais été très touché par leur ligne éditoriale en ce moment. Je suis une des très rares personnes à ne pas apprécier Kingdom. En sachant que Kingdom. je n'aime pas Kingdom. Alors je ne dis pas que c'est. Je précise que je n'ai jamais dit que c'était mauvais. C'est très très bon, mais je n'ai pas accroché tout simplement. Et d'ailleurs, je connais aucune personne qui n'a pas accroché à part moi. Donc ça fait bizarre de. Non, mais c'est quand même marrant parce que moi je suis quelqu'un qui vraiment apprécie facilement une série. Et donc voilà, celle-là, ce n'est pas mon truc. Et je me suis rendu compte que les mangas historiques, c'était pas. Voilà, j'avais vraiment du mal à accrocher. Ton truc, c'est les isekai. Donc bon, après, c'est peut-être pas ton les univers de fantasy, mais après, il y a d'autres œuvres comme Jormungand, qui est sorti chez Meian, qui m'a pas mal plu. Qui était quand même pas très récent de base, mais ils l'ont réédité. Enfin, ils l'ont pas réédité, ils l'ont édité en France parce que au Japon, il datait de 2008, quelque chose comme ça. Même plus vieux. Hein, je crois que c'est plutôt 2002. Ouais, plus vieux que ça, et c'était très très appréciable. Comme quoi, j'aime aussi les univers réalistes. Ça arrive, donc mais voilà, quand il y a de l'histoire, c'est assez compliqué, même si j'avais apprécié un peu plus Balzar, mais Engole-moi un peu moins, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et c'est vrai qu'ils avaient voilà, on a vu beaucoup de séries historiques arriver chez Meian, beaucoup de réalisme, etc. Et là j'ai été très 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 content de voir 2 nouvelles licences qui vont arriver. Parce que c'est du fantasy et parce que c'est incroyable de voir ça. Il y en a même un qui c'est un isekai, et ça fait vraiment plaisir. Forcément. Et en plus c'est un isekai très original et qui est vraiment qui déchire tout en animé. C'est Konosuba, que tu connais peut-être. Konosuba, c'est un isekai humoristique, donc un truc fantasy humoristique, très très drôle et vraiment en animé. Il y a un film qui est sorti récemment dessus, la preuve qui marche très très bien au Japon. Et donc voilà, il y a 10 tomes en cours au Japon et il sort chez Meian, et c'est vraiment une grosse surprise parce que c'était pas du tout leur ligne éditoriale. Donc moi je suis vraiment très content et je vais enfin pouvoir acheter des mangas de chez Meian, même si on en parle quand même pas mal. Là j'ai pris la box Eureka, il me l'a envoyé et je suis encore en train de le lire. Et voilà, c'est pareil, c'est pas vraiment un isekai, c'est un SAO-like, enfin voilà. Et pour parler de leur 2e série qu'ils vont éditer, et là c'est vraiment encore plus un plaisir que Konosuba parce que c'est l'une des premières œuvres que j'ai vues, l'un des premiers animés que j'ai vu, c'est Sora no Otoshimono. C'est pas un isekai, c'est une œuvre de fantasy, c'est un harem, et c'est une des premières œuvres que j'ai vues en animé.
qu'à l'époque, quand on est enfant, les ecchi, on en regarde beaucoup. Enfin, bon, pour ma part. L'adolescence. Voilà, l'adolescence. Et du coup, j'avais regardé au Toshimono, et ça n'a jamais allé jusqu'à la fin, malgré le fait qu'il y ait 2 ou 3 saisons et un film. Et là, donc, c'est en 20 tomes, c'est terminé au Japon, et je suis vraiment très content de voir ça. Donc, voilà, c'est un réel plaisir de voir Meian prendre une autre direction. Moi, ça ne me dérange pas qu'il fasse du réalisme, du réaliste et du historique, mais voilà, faire un petit peu de tout, ça peut être intéressant. Et là, c'est ce qu'ils font, et c'est très agréable. Et du coup, il y a aussi Shigurui, pardon, qui est un truc un petit peu réaliste, je crois. J'ai cru voir du samouraï là-dedans, mais j'ai pas forcément le synopsis. Mais voilà, en tout cas, c'est très agréable. D'accord, ok. Très bien. Parce que moi, Méane, c'est une maison d'édition que j'aime bien. Déjà, premièrement, pour son côté très humain. C'est vrai que c'est une maison d'édition où tu as besoin d'un truc, tu essayes de les contacter. C'est vrai qu'ils sont très humains, ils sont très à l'écoute. Ils entendent, ils sont beaucoup en fait sur les réseaux pour en fait suivre l'avis des fans. Donc ça, c'est vraiment un truc pas mal. C'est un éditeur que j'aime bien parce que moi, je kiffe Kingdom. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Je sais pas si tu l'as vu, mais regarde-la, comme ça, peut-être que tu vas apprendre à kiffer Kingdom. Mais déjà, ils ont pris le risque d'éditer Kingdom en France. Et pour ça, franchement, je les remercierai éternellement parce que c'était quasi un pari, voilà, tout simplement. Parce qu'au vu du nombre de tomes, c'était un gros risque et l'éditeur a su le prendre et au final, ça s'est avéré payant. Après, je sais pas si c'est un pari ou plus une question de coût des droits, étant donné que Kingdom est une très grosse série. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Non, il y a un peu des deux. C'est très cher. Je m'avance, il n'y a rien d'officiel. Peut-être que si l'éditeur passe dans cette vidéo, il arrivera à le préciser. Mais je pense déjà, premièrement, tu as le coût des droits. À mon avis, c'était assez astronomique. Et en plus, je pense qu'ils étaient tous un petit peu réticents à l'idée de sortir un manga avec plus de 50 volumes. 50 tomes. Parce qu'après, si ça marche pas, et bah, t'es dans la merde. C'est le mot, donc financièrement, c'est vrai que c'est un pari risqué qui s'est avéré payant, donc on les en remercie. Et c'est un éditeur qui, j'ai l'impression, commence à tenter des choses. Tu vois ce que je veux dire? Bah du coup, la preuve. Ouais. Voilà, la preuve. Et d'ailleurs, je sais pas si tu voulais rajouter un truc là-dessus, parce que j'avais un petit truc à dire sur Meian aussi. Ouais, j'ai encore des trucs à rajouter, mais vas-y, dis, puis ensuite, vas-y. Je passerai aux axes d'amélioration par rapport à l'édition. D'accord, ok. Mais juste, je voulais savoir ce que tu pensais du format box de Meian, parce qu'il y a personne qui fait ça à part eux. Donc, juste ton avis là-dessus. Et ben moi, perso, je trouve que c'est une bonne idée, parce que quand, comme moi, là, t'as pas beaucoup de place, c'est vraiment une bonne idée de pouvoir ranger tes mangas dans une box. Non seulement ça les protège, et en plus de ça, bah, t'économises de la place. Et mine de rien, étendu à plusieurs séries, je trouve que c'est une super bonne idée qui devrait être reprise par d'autres éditeurs. Ça, par contre, c'est vrai que t'as bien fait d'en parler parce que spontanément, j'y aurais pas pensé là, de présenter ce point-là. Mais c'est vrai que c'est un point extrêmement positif parce que y a personne qui fait ça et c'est un truc con, mais vraiment efficace. Et puis le fait que Take Box en fait à coût moins cher, moindre coût, ça a des tarifs beaucoup plus intéressants et ce qui fait que bah voilà, tu te fais un petit plaisir, tu comptes ta box avec tes 10 premiers tomes d'une série dedans, t'as un petit poster, t'as ta box pour ranger tes mangas. Des petits goodies, des fleurys. Moi j'aime bien. Bah, moi, c'est vrai qu'au début, j'ai douté un petit peu. Après, avec du recul, je me dis que de toute façon, si t'aimes pas la box, tu l'enlèves. Bah, oui. C'est aussi facile que ça, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Après, je me suis posé la question sur le fait qu'il y ait certaines séries qu'on soit obligé d'acheter la box pour l'avoir. Par exemple, de Eureka ou de The Breaker. À ce que je sais, bon après on peut peut-être trouver d'occasion, mais si on veut acheter du neuf, on est obligé d'acheter la box complète. Alors c'est vrai que c'était pour moi au début problématique, et en fait, en lisant Eureka, je me suis posé la question parce que Eureka, c'est une œuvre. Alors j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Malheureusement, elle a été gravement retardée parce que je peux pas faire de face cam, d'où ce décor dégueulasse. Je ne peux pas aller chez Dan. Bref. Ouais. Voilà, donc c'est compliqué. Mais Eureka, il faut savoir que c'est très, très, très lent. C'est-à-dire que il faut 2 tomes. Il y a 2 tomes d'introduction chez Eureka. Où aujourd'hui, c'est une vieille série, hein, donc c'est sans doute pour ça. Mais aujourd'hui, on a un chapitre d'introduction chez les séries, dans les nouvelles séries la plupart du temps. Donc, pour moi, si j'avais lu Eureka, si j'avais acheté le premier tome, j'aurais pas acheté le deuxième. Donc, c'est une très très bonne idée de l'avoir sorti sous format box, parce que ça nous oblige à lire la suite. Et effectivement, Eureka, avec le temps, on s'accroche pas mal. Et donc, pour moi, c'était indispensable de faire ça. Et c'est pour moi que c'est un très bon coup marketing, parce que Eureka, les 2 premiers tomes, c'est très bof.
alors que la suite est très bien. Et le fait d'avoir les 10 tomes, au moins t'es obligé de tous les lire et après tu te fais un avis. Bah c'est clair, t'as payé ta box, du coup, bah tu dis bon, bah je vais pas revendre les 10 d'un seul coup, donc Ouais. tu te forces au moins à tout Ouais. lire. Et d'ailleurs, ils avaient fait, c'était à peu près la même chose qu'a fait, je crois que c'était Jujutsu Kaisen, je crois, qui avait fait Kion, si je dis pas de conneries, c'est Alors, Kion. je sais pas dans quelle Jujutsu direction Kaisen. tu vas, je pourrais pas t'aider. Tu peux vérifier. Mais juste, ouais, je vais juste aller voir Jujutsu Kaisen si c'est. Il y a pas eu de box hein, pour Jujutsu Kaisen. Ah non, je ne parle pas de Meian, justement. Je parlais Tu parles de je Kion. parlais de. Voilà, je parle de Kion. Voilà, c'est Kion, Jujutsu Kaisen, c'est ce que je voulais dire. Parce que, en fait, ils ont sorti les 2 premiers tomes, et du coup, c'était aussi une très bonne idée dans le sens où Jujutsu Kaisen, le tome 1 est bof. Ouais. Alors que le tome 2 est très bon. Et les gens achètent souvent les 2 premiers tomes d'un coup, et comme ça, ils peuvent vraiment se faire un avis. Alors que parfois, où je veux en venir justement, c'est pour dire que c'est bien d'obliger les gens, ou plutôt de conseiller les gens, à voilà, s'adapter à une À série. dépasser le Par tome exemple, 1 pour apprécier la série. voilà, et là, pour Eureka, c'était obligé de faire quelque chose comme une box, et si ça avait pas été pardon, Meian qui l'avait fait, personne l'aurait fait. Et voilà, Jujutsu Kaisen, le tome 2 était bien, mais voilà, il faut aller jusqu'au tome 3 minimum pour apprécier Eureka selon moi. Et donc, c'est très important ce format box, et je pense que c'est un plus, et c'est dur d'innover hein, dans ce marché-là. Donc, Ouais, mais ça a l'air c'est finalement intéressant. payant, tu vois, donc c'est pas mal. Ouais, C'est bah intéressant ouais. ce que tu dis parce que Jujutsu Kaisen, j'en ai parlé dans la vidéo manga lecture qui est. Normalement, si j'ai pas eu la flemme, c'est sorti au moment où je vous parle. La flemme, pardon, Dorian. Mais c'est vrai que t'as pas mal de mangas, surtout avec les shonen, où c'est un peu la règle des 3. C'est-à-dire que faut au minimum lire les 3 premiers tomes pour que l'histoire s'amorce pleinement. Et c'est un peu maintenant dans les standards, je trouve. Moi, perso, je trouve ça dommage parce que normalement, l'histoire devrait être accrochée en un premier tome. Mais c'est vrai que c'est souvent que tu as des histoires où, au bout des 2 premiers tomes, 2-3 premiers tomes, ça pose, si tu veux, en fait, le contexte, tout ça, le pourquoi du comment. Et ensuite, l'histoire démarre vraiment. Mais c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal avec le premier tome du Jujutsu Kaisen, que pourtant j'avais déjà lu avant. Et on m'a dit que du coup, avec le tome 3, en format volume relais, ça allait mieux passer. Donc on verra. Le tome 3 est encore mieux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce qu'on a dire, ça me fait qu'on avait dit sur le premier test de cette émission, on avait parlé de Reborn. Et Reborn, c'est pareil, c'est le manga version shonen Neketsu classique commence au bout de beaucoup de tomes. Ouais, voilà, tiens, c'est encore pire que Eureka. Donc, parce que sincèrement, je fais une dernière parenthèse sur Reborn, mais le manga pour moi, les 7 premiers tomes étaient une purge parce que je me suis forcé à les lire et l'humour, j'en avais rien à faire. Enfin, tu vois, je lisais ça, mais j'étais totalement différent, j'étais pas impacté, c'était nul. Et puis d'un seul coup, c'est pourquoi l'autrice, elle a pété un boulon. Elle s'est dit, je vais faire un super shonen, et puis elle a fait un super bon shonen, super maîtrisé, avec une fin voilà, discutable. C'est toujours compliqué de finir une telle œuvre, mais en tout cas, ça s'est avéré payant. Donc, ouais, c'est comme on disait la dernière fois, c'est typiquement ce genre de truc où les mangas prennent un petit peu de temps avant de décoller. C'est ça. Et du coup, je t'en prie, passe au point suivant parce que j'en ai allé parti beaucoup trop loin. Ouais. Après, pour ce concernant Meian, j'avais juste 2-3 trucs en termes d'axe d'amélioration. Mais en fait, c'est en train de se faire. Donc pour moi, le premier axe d'amélioration, c'est un point positif et négatif à la fois. C'est-à-dire que Meian, en fait, leur ligne éditoriale, c'est de rester en fait dans des mangas autour un petit peu de Kingdom, c'est-à-dire des mangas historiques. Ça a son avantage parce que moi, j'aime bien chasser les mangas historiques parce que quand tu prends des mangas comme Angolmois ou comme Kingdom, c'est des mangas où historiquement, c'est des trucs que nous, on connaît pas. L'histoire un petit peu de la Chine, l'histoire de l'Asie, l'histoire autour du Japon, tout ça. C'est vrai que des mangas un petit peu historiques, c'est pas le genre de truc qu'on connaît et très répandu. Mais par contre, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que l'éditeur avait tendance en fait à trop s'enfermer là-dedans et d'essayer de trouver des Kingdom-like. Bon, c'est pas vraiment le terme, mais avec une ambiance très historique. Et je trouve que c'est dommage que l'éditeur se cantonnait un petit peu à ça en ce moment. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air de vouloir sortir des nouveaux trucs un peu plus audacieux et casser justement avec cette image. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, justement, on en avait parlé un tout petit peu là, et c'est vrai que c'est pas mal. Et après, pour ceux qui n'aiment pas l'historique, ça peut être un peu chiant aussi.
Ouais, c'est vrai. Engole-moi, là, j'ai eu, je sais même pas comment ça se prononce ce truc, mais j'ai eu un petit peu de mal au début. Ça va mieux ensuite. Mais c'est vrai que du coup, c'est bien qu'ils s'arrêtent de se cantonner à ça et qu'ils partent dans une autre direction. Parce que à la longue, je pense que ça leur aurait plus porté préjudice aux éditeurs, à l'éditeur qu'autre chose. Enfin bon, après, Ouais, c'est que mon tout à fait. avis. Je te propose d'enchaîner sur le prochain éditeur que j'ai noté. Et ben, ça sera le dernier de ma liste. C'est tout simplement l'éditeur Delcourt Tonkam. Je sais pas si tu avais des D'accord. trucs à dire sur eux ou pas. Non, pas du tout, mais je pense qu'on va. Enfin, pour moi, je vais improviser, je vais réagir à ce que Oui, toi, l'improvisation, à il dire. t'aiderait. Voilà. Alors, chez Delcourt Tonkam, le point positif, c'est qu'il y a de nombreux titres que j'apprécie là-bas. Euh, mais le problème que j'ai avec eux, c'est que depuis qu'en fait ils ont fusionné Delcourt et Tonkam, c'est qu'il y a beaucoup de titres en fait qui mériteraient une réimpression, qui sont plus disponibles sur le marché, et que du coup, bah, typiquement, tu peux pas avoir, ou alors faut l'acheter d'occasion à des sommes astronomiques. Et c'est le gros reproche que j'aurais à faire et l'axe d'amélioration que j'aurais à mettre en avant concernant cet éditeur, c'est que franchement, pour l'instant, je trouve que c'est dommage qu'ils réimpriment pas d'autres mangas. Je te prends un exemple que j'ai sous la main. Crazy Zoo. Donc, un des premiers Ah, mangas de Kohei Horikoshi, l'auteur My Hero ouais. Academia. Typiquement, c'est en version physique, j'ai les 3 premiers tomes. Les 3 premiers tomes sont disponibles. Si tu veux, tu les achètes chez Fnac, sur Amazon, en librairie, où tu veux, ils sont facilement trouvables. Mais la problématique, c'est que les tomes 4 et 5, c'est un manga en 5 tomes, ils sont tout simplement introuvables. Ils sont en rupture de stock. Et ça fait des mois et des mois que, par exemple, pour cette série, l'éditeur n'a pas lancé de réimpression. Et ce qui fait que Mm. bah, tu es obligé de poser un 40 balles pour choper le tome 4 et le tome 5, par exemple. Enfin, c'est n'importe quoi d'occasion. Et du coup, je trouve ça Ouais. dommage qu'ils ont plein de séries. Ça, j'ai déjà vu pas mal de fans en parler. Que, bah, en fait, tu peux pas avoir la suite de ta série. Sauf en dépensant des sommes astronomiques. Et je trouve ça con parce que bah, du coup, bah, ça doit en dissuader plus d'un d'acheter certaines de leurs séries. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est le Bah, truc un peu qui me dérange le plus. cette problématique, elle est chez beaucoup d'éditeurs. On parlait de Panini tout à l'heure, de Trinity Seven. Moi, Trinity Seven, j'avais tous les tomes, sauf Ouais. le tome 8 qui était introuvable. Et sur Internet, il était à 500 euros le tome 8. Donc aujourd'hui, il va être réimprimé. Donc je vais enfin pouvoir avoir le tome 8 que j'avais acheté en anglais, du coup. Tu vois. Et Le choix. du coup, là, ouais. Et là, j'ai pouvoir le racheter. Donc je suis assez content. Il y en a d'autres comme. C'était. Qui c'était Idan qui avait retrouvé Get Bikers, qui est d'ailleurs, je sais pas, Delcourt. Non, je ne sais plus chez qui il est, Je sais plus non plus. Get Bikers. Mais en tout cas, les derniers tomes de Get Bikers coûtent très cher et lui, il les a trouvés à 5 euros Bah, le ouais. tome et même un peu moins, je crois. Non, non, je crois que c'était même 2 euros l'occasion de chez nous. Hein. Et du coup, il les a vendus à 10 euros l'unité, les 3 derniers tomes, alors que d'autres le vendent à 50 euros l'unité. Enfin bref, juste Mais pour te c'est de la dire qu'il y a des folie. gens qui là-dessus. Et c'est vrai que des Delcourt Tonkam pourraient, je ne sais pas, à part cette œuvre, il y en a beaucoup des mangas à réimprimer chez eux. Ouais, il y a plein de titres. J'ai mal préparé mon émission, du coup, je peux pas trop recracher tous les titres. Mais Non, non, non. oui, C'est il y a un pas mal de test et de toute titres de façon, VIC. voilà. Moi, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, Pas vas-y. mal de titres que j'aimerais commencer chez eux, mais du coup que je commence pas parce que les tomes sont introuvables. Et tant qu'ils n'ont pas lancé de réimpression, Oui, oui. voilà. Après, bien sûr, il y a l'aspect financier, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est clair que si la série marche pas, ça vaut peut-être pas le coup de la relancer s'il y a peu de ventes. C'est une entreprise, il faut pas l'oublier, il y a un éditeur. Du coup, ça rapporte pas beaucoup d'argent, donc après ils peuvent pas peut-être relancer les réimpressions. Ouais. Mais je trouve ça dommage parce que Crazy Zoo, du coup, je me suis quand même payé les tomes 4 et 5 en version digitale. Mais c'est con parce que j'ai un trou dans ma collection et j'aurais bien aimé avoir, par exemple, pour ce manga-là, le manga au grand complet sur mes étagères. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est très désagréable. Moi, ça m'est arrivé très très souvent. En fait, j'ai eu une grosse période où, quand j'ai commencé à avoir mon premier salaire, Ouais. j'allais dans les magasins d'occasion très souvent. Et ce que je faisais, c'est que j'achetais tous les tomes 1 que je trouvais. Tous les tomes 1 que je Le trouvais. classique. Et le problème, c'est que la plupart du temps, je me faisais avoir parce que il y avait soit pas la suite, soit c'était introuvable,
soit c'était Panini de l'époque, donc il n'y avait pas de fin, soit c'était le contraire. Et du coup, j'ai toute une pile comme ça de tomes pas finis. Donc je le mets pas dans mon Mangatech parce que de toute façon, c'est pas terminé. Et aujourd'hui, je fais vraiment attention là-dessus, que ça soit terminé, que ça soit trouvable ou pas. La plupart du temps, si la série est sortie, je me dis, au pire, ils vont le réimprimer un jour. Au pire, on sait jamais, je vais peut-être la trouver. Je prends l'exemple de Rainbow chez Kazé, qui est introuvable, certains tomes. Ils sont très très durs à trouver. Et du coup, j'en ai trouvé certains, je les ai achetés, mais malheureusement, c'est pas complet. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est sûr que Delcourt Tonkam, après, moi, je suis pas mal d'œuvres chez eux. Là, tout à l'heure, je t'ai parlé de 2 sorties. Mais si tu as un max d'amélioration vraiment à mettre en avant par rapport à cet éditeur, pour moi, ça serait ça. Après, tout s'explique. Je pense qu'il y a une raison. Mais c'est vraiment un point que je tenais à soulever parce que, s'il vous plaît, réimprimez Crazy Zoo. D'ailleurs, je crois. Ma collection complète. Ah non, je sais plus. Attends, je regarde un truc parce que il y a Eden qui a une série. Mais je crois que c'est pas chez Delcourt Tonkam, donc je vais peut-être dire une connerie que je regarde ça tout de suite. D'accord, ok. Et non, c'est pas eux. C'est pas eux. D'accord, ok, bon. Donc c'était une petite réaction nulle. Donc je t'en prie, on passe à la suite. Bah écoute, moi j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire concernant les D'accord. éditeurs. Je sais pas si t'as un éditeur particulier à parler ou c'est bon. Un petit dernier, vite fait. Pour le plaisir. Pour le plaisir, moi je voudrais bien parler des poteaux, Nazca Édition. Voilà, donc Nazca Édition, qui est une petite maison d'édition qui ont ouvert il y a un an et demi peut-être, quelque chose comme ça, et que j'ai pu rencontrer. Et, je connais bien désormais. On a fait une interview avec eux. Qui est pas mal d'ailleurs. Allez la voir. Moi, je vous invite à aller la voir. Je te remercie. Et du coup, c'est vraiment des gens bien. Ils sont 3. Et il faut savoir que ils sont jeunes. Et c'est fou de se dire que c'est vraiment des gens comme nous qui ont souhaité faire une maison d'édition. J'étais étonné, excuse-moi, d'ailleurs, je te coupe là-dessus, mais quand j'ai vu l'interview, je t'avoue, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas vraiment les responsables. Et si. Et oui. Donc, et c'est eux, c'est assez intéressant de parler comme des amis, tout simplement. Avec eux, c'est très agréable. C'est un métier finalement d'éditer, mais finalement, ils font partie de la même génération que nous, et c'est ça qui est assez hallucinant, tu vois. Oui, mais de toute façon, les petites maisons d'édition, je prends l'exemple de, je crois qu'il s'appelle Nicolas, un des gérants de Château. Ouais. C'est des gens comme ça, des gens qui commencent là-dedans. Moi, je sais que pour Nazca Édition, c'est encore quelque chose de pas du tout bénéfique pour eux en termes d'investissement. Alors, grâce à Todag, donc. Todag, bien sûr, leur première série. Marche plutôt bien, et d'ailleurs, j'ai prévu de me commencer. Plutôt bien. Tu me l'as survendu la dernière fois, mais ça a l'air pas mal. Donc, j'ai au moins fait 3 vidéos sur le sujet. Enfin, non, pas 3 vidéos, mais j'en parle assez souvent. Parce que voilà, je rappelle, c'est un Webtoons. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est un Webtoons, bientôt, on va sortir une vidéo avec Idan. Alors, bientôt après confinement. 50 000 vues. 50 000 alors, non, on va pas présenter des Webtoons. On va dire qu'est-ce que c'est qu'un Webtoons et où est-ce qu'on peut le lire. Je vais contacter les maisons d'édition numérique de Webtoons en France pour voir avoir comment fonctionne le marché Webtoons français, parce que c'est vraiment pas clair du tout, c'est très compliqué. C'est vrai, c'est un peu flou. Donc voilà, mais ça c'était bon. Le petit aparté, mais c'était juste pour vous dire que Nazca Édition commence à éditer du Webtoons et aussi du manga chinois. Comme Château a fait du manga taïwanais par exemple, et c'est assez agréable. Donc on a Nazca qui a la particularité, donc Todak pardon, qui a la particularité d'être en couleur, et c'est vrai que c'est un point qui peut poser la question, voilà, se dire est-ce que le manga en couleur, est-ce que c'est encore un manga? Et je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du manga en couleur? Alors moi au début, j'étais un peu sceptique parce que pour moi, j'ai toujours lu des mangas en noir et blanc, le format d'origine du manga. Mais c'est vrai que quand je me suis mis un petit peu au webtoon récemment, c'est assez récent, je découvre seulement le concept. C'est vrai qu'au début, j'ai du mal parce que t'es pas habitué à la couleur, mais au final, tu t'y habitues assez rapidement et je trouve que c'est un côté beaucoup plus immersif, si tu veux. Ça a un gros avantage par rapport, je trouve, en termes d'expérience de lecture par rapport au manga classique. Et des fois, t'as un peu l'impression de lire un animé, si tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que c'est vraiment un gros plus parce que des fois on retrouve un côté un peu comics. Enfin, c'est mon point de vue, hein, bien sûr. Mais je trouve qu'on retrouve un côté un peu comics
à la frontière entre le manga et le comics, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire en termes de mélange et d'ambiance graphique. Et personnellement, j'aime bien. Je sais que je lis des comics aussi, les Batman, les comics Star Wars, ce genre de choses. Et du coup, je trouve que c'est un bon compromis entre les deux, bien que ce soit un peu déroutant au début. Je trouve qu'en fait, je pense que c'est juste une question d'habitude par rapport au ressenti premier quand on lit le truc. Mais moi, j'aime bien, personnellement. Ça m'a pris un peu de temps d'apprécier un peu le format. Mais finalement, je trouve ça assez cool. Toi, je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai qu'il y a quelque chose que moi qui existe depuis un bon moment et que je n'aime pas du tout, c'est le fait de prendre un film et de l'adapter en manga. Ah non, oui. Ils l'ont fait pour les animes comics, non, c'est terrible ça. Ouais, c'est absolument terrible. Et pourtant, on pourrait se dire c'est la même chose et pas du tout. Déjà, on est sur une qualité absolument horrible hein, sur ces œuvres. Alors que, je prends l'exemple de Todag, ils ont réussi à faire un format papier vraiment qui est vraiment pas mal du tout. Moi, j'aime bien ce un peu granuleux. Quelque chose qui, j'en reparlerai juste après sur la prochaine thématique, qu'il n'y a pas, par exemple, dans cette édition de Full Metal. Mais c'est pas forcément négatif, mais j'en reviendrai tout à l'heure. Et on est sur du papier granuleux en couleur. Quelque chose de vraiment qui ne se fait pas en fait. J'ai rarement vu ça, à part sur des perfect éditions de Dragon Ball par exemple, où il y a un peu de couleur de temps en temps. Ouais, et là, voilà, et là c'est quelque chose vraiment d'appréciable. Et Todag est vraiment impressionnant là-dessus. Alors effectivement, c'est plus court. Le manga a l'air gros, mais ça, le papier est de meilleure qualité, etc. Et voilà. Du coup, il est plus court, mais il se lit assez rapidement. C'est vraiment très bon, on va dire manga, même si c'est un manhwa. Enfin bref. Voilà. Ouais, manga coréen. Enfin, ouais, coréen. Non, c'est un manga chinois, celui-là. D'accord. Voilà. Non, parce qu'il y a manhwa et manhwa, tu vois, c'est différent. J'espère que je le prononce bien. De toute façon, c'est les puristes. Me le diront en commentaire. Jusqu'au bout pour cette vidéo. Personne ne dira jamais ce passage. Bien, si. Moi, je lis beaucoup de j'écoute beaucoup de podcasts sur Spotify. Peut-être que ça serait une bonne idée aussi de le mettre sur Spotify. Ouais. Après, c'est une première expérience. Alors, je sais pas si ça sera vraiment intéressant, si les gens vont apprécier, parce que moi, c'est un peu particulier. Tu verras. Au début, j'étais stressé, mais au fur et à mesure qu'on avance, ça va. Non, c'est une discussion. Après, c'est c'est un truc il faut savoir est-ce qu'il faut rester professionnel ou est-ce qu'on peut aller vraiment dans le délire, tu vois, ça c'est. Je sais pas, c'est un premier numéro test, on verra les réactions, les retours pour ceux qui ont le courage d'aller. On verra bien. Tout à fait. Donc voilà sur Nazca Edition, bientôt ils vont sortir Soulland qui devrait déjà être sorti, mais malheureusement c'est retardé comme tout le monde, hein, bien sûr. Coronavirus. Oh, oui, yes. Et donc voilà, donc c'est très agréable d'avoir ces nouvelles maisons d'édition, que ça soit Château ou Todag. Il y en a d'autres évidemment que je n'ai pas cité. Par exemple, je sais pas si tu connais la maison d'édition Eureka. Eureka, ça me dit quelque chose. Ils prennent que des auteurs français. Et c'est la première maison d'édition. J'ai pas lu d'œuvre là-bas, mais ça me parle le nom. Alors c'est une maison d'édition pas très connue, mais pourtant qui existe depuis plus longtemps que Nazca, c'est sûr. Château peut-être. Et malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas fait forcément les bons choix. Et effectivement, ça marche pas comme ils le veulent. Hein. Mais après, ils font des choix assez audacieux, différents, assez audacieux, voilà, qui pour l'instant n'ont pas porté leurs fruits, mais qui sait. Et c'est juste pour dire que c'est agréable de voir toutes ces maisons d'édition. Voilà, il y a aussi Shiba Édition. Ouais, je connais. Je sais que Idan les avait rencontrés en Belgique parce qu'évidemment, comme par hasard, il travaillait là-bas et il avait pu les rencontrer. Pour l'instant, ils n'ont sorti qu'un one shot, mais je crois qu'ils ont annoncé une nouvelle licence. J'ai absolument pas le nom, mais ils l'ont annoncé. Elle s'affiche sur l'écran parce que il est juste trop fort en montage. Tout regarder l'émission. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Écoute, les montages, c'est comme ça. Tu viens de sortir, tu vas sortir. Non, il est sorti normalement parce qu'il n'a pas la flemme. Un lecture manga de plus d'1 heure. Ouais, normalement, mercredi. C'est censé sortir mercredi 15. Alors voilà. Donc, mercredi 15, c'est-à-dire demain pour nous et bien avant pour vous. Voilà. Et du coup, j'avais une dernière thématique à te proposer qui est les Perfect Editions. Voilà, on finira là-dessus. Les Perfect Editions. Et du coup, j'avais une première question pour toi. Vas-y. Qu'est-ce qu'une perfect édition pour toi? À quel moment tu peux dire ça, c'est une perfect édition? Pour moi, alors, une perfect édition, c'est déjà un manga en grand format, dans un format beaucoup plus luxueux que le format Tokobon, donc le format d'origine des mangas type shonen, par exemple. Les termes. Ouais, on est pro, on l'est pas. Et en tout cas, c'est un manga déjà beaucoup plus grand
tu vois, un peu comme ce qu'on a pour Dragon Ball, pour pouvoir profiter pleinement des dessins, etc. C'est un papier de meilleure qualité et toute une édition un peu plus prestigieuse, pardon, que ça soit au niveau du papier, que ça soit au niveau de l'encre utilisée, voilà, typiquement, comme ce que tu montres pour ceux qui nous regardent du coup sur YouTube. Mais voilà, c'est typiquement pour moi une édition beaucoup plus prestigieuse, donc une réédition beaucoup plus classe d'un manga. Si je peux dire ça comme ça avec mes mots. Je sais pas du tout si c'est compréhensible. Je l'ai assez. Voilà, on appelle ça une version deluxe, donc ça peut être une version deluxe, plus prestigieux. Et c'est vrai que on en a quand même pas beaucoup en France, contrairement au Japon. C'est vrai que je sais pas si tu pourras t'amuser, mais ça pourrait être marrant que tu montres un petit peu. En fait, on est parti au Japon et dans notre premier vlog, il y a un moment, je montre des collectors, je montre la version ultime, on va dire, masterpiece de Shaman King. Et c'est vrai qu'elle est très très différente de l'édition, par exemple. Elle est absolument incroyable et très différente de l'édition, la Star Edition de Kana, qui pour moi n'est pas une perfect édition. Ils l'appellent la Star Edition, mais ils n'ont jamais dit que c'était une perfect, et je suis d'accord, pour moi c'est une édition double. Au moins on a la fin de Shaman King, je vais pas forcément me plaindre, mais c'est vrai que l'édition de Shaman King au Japon est juste incroyable. Pour Full Metal aussi d'ailleurs, ils ont quelque chose, ils le font sur plusieurs perfect éditions au Japon, c'est faire un petit étui plastique. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, si, c'est une espèce de jaquette une sorte de plastifiée. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment très très beau. Malheureusement, en France, personne ne fait ça, je ne sais pas. Je crois que c'est un problème de droit, mais c'est aussi compliqué de faire la même chose qu'au Japon parce que souvent ça ne marche pas selon les mentalités, etc. Même si ça reste un petit détail, mais qui peut coûter cher. Je ne connais pas les prix. Et donc, c'est vrai que moi, pour ma part, j'ai totalement accroché. La première Perfect Edition que je me suis faite, que je n'ai pas terminée d'ailleurs, faut absolument que j'ai faite, c'est bien sûr Dragon Ball. Ouais, elle est excellente. Qui ressemble à celle de. J'ai pas trop touché, mais celle de Dr. Slump est à peu près la même chose, hein. Bah, c'est exact, c'est typiquement en fait pour Dr. Slump, ils ont repris l'édition Kazenban, donc l'édition perfect de Dragon Ball, et en fait ils ont fait la même chose. Donc je sais pas comment ça s'est passé, et c'est vraiment... je les ai pas feuilleté quand on était au Japon en septembre, mais c'est vrai que typiquement en fait ils ont repris le même concept. Et du coup pour les œuvres d'Akira Toriyama, donc par exemple pour Katsura Akira ou Katsu Akira, je sais plus comment ça se prononce exactement, pour Jacko, du coup ils ont gardé ou Neko Majin, ils ont gardé vraiment ce format d'édition. Tout à fait. Et d'ailleurs moi c'est mon humble avis, mais pour moi ce format est le meilleur format qui existe pour lire un manga. Clairement. Je sais que l'auteur de Made in Abyss a fait ses mangas comme ça, et du coup Ototo a fait la même chose, et c'est vraiment très agréable de lire un format comme ceci. Et c'est vrai que je prends l'exemple, du coup on peut en parler, de Full Metal, donc de chez Kurokawa, que je vais me commander juste après cette émission, parce que je vais craquer avec Todai. Et en fait, il faut savoir que dans l'instar de Dragon Ball, de la Perfect Edition de Glénat, Kurokawa a sorti une vraie Perfect Edition de Full Metal, et c'est vraiment très agréable parce qu'on sent au poids, à la taille, à la qualité, c'est juste une édition incroyable. Et en fait, rien que de la voir, tu sens qu'il y a quelque chose de noble dans cet objet, et c'est vraiment moi je trouve que c'est une super idée. Après ils ont fait un choix que j'apprécie un peu moins, mais c'est totalement subjectif. C'est le grain du papier qui est lisse. Et il n'y a pas forcément ce granulé qu'on trouve sur les mangas. On est sur quelque chose de plus lisse. Alors on sent que la qualité est meilleure, mais par exemple je sais que sur celle de Dragon Ball, le papier est comme tous les autres mangas, même si évidemment il est sans doute de meilleure qualité, mais je m'y connais pas assez pour vous dire. Alors que là on est sur un papier plus lisse. Alors pour la couleur c'est plus facile, en termes de qualité c'est juste parfait, mais c'est vrai qu'au toucher, moi c'est quelque chose que j'apprécie un peu moins, mais ça n'enlève pas grand chose à cette Perfect Edition qui est juste formidable. Après moi je suis toujours attaché aux petites fresques. C'est vrai que sur celle de Dragon Ball, on a la petite fresque. Moi je suis un peu déçu par la fresque de Dragon Ball, tu vois. Je trouve que je les ai tous là en fait. Oui. Je trouve qu'ils auraient pu faire un truc plus stylé que ça. C'est gentil. Après, cool. Mais bon, après ça. En matière de fresques, on a eu beaucoup, et par rapport à d'autres, pour moi la pire fresque qui vient d'être annoncée, c'est celle de Shaman King pour moi. Mais c'est pas une perfect édition, c'est vraiment une édition. Je sais bien. C'est comme Slam Dunk, mais c'est dommage. Je sais bien, mais justement Slam Dunk, la fresque est vraiment pas mal.
La fresque est vraiment pas mal. Elle a pas beaucoup de couleurs, effectivement. Elle est grise et rouge, mais on est sur quelque chose d'assez sympa. Alors que là, on est juste sur des stickers posés sur une page blanche. Et c'est un peu dommage. Et si on peut parler encore de fresques, je prends l'exemple de Pokémon sur les éditions doubles de Kurokawa. Et ils ont des fresques mais très très belles, très très belles. Ouais, c'est très travaillé ça, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que c'est une édition, c'est pas des perfect éditions, c'est des éditions doubles. Enfin, des fois, il y a un peu plus que deux tomes. Mais c'est vraiment des éditions qui ont été travaillées en France pour le marché français. Donc là, c'est typiquement vraiment Kurokawa qui a bossé sur le truc à fond et que graphiquement, c'est leur truc de A à Z. Et c'est vraiment hyper stylé, mais il y a tellement de choses qui peuvent mettre en perfect édition. Alors, il y en a d'autres. Peut-être qu'un jour, on verra une perfect édition de Bleach. Soul Eater, c'est exactement le truc que disait Idan. On veut absolument une perfect édition. Moi, j'ai les Soul Eater, c'est mes premiers mangas, et je peux te dire qu'ils prennent vraiment cher. Donc, je serais content d'en racheter. Parce que les éditions doubles, j'ai toujours eu un problème sur les éditions doubles. Les éditions complètes aussi. Je sais pas si tu connais le manga Planète. Je connais pas. Alors, moi, je ne saurais pas te dire l'auteur, mais c'est un auteur très connu. Je sais que Otaculture, oui, c'est Otaculture, adore ce manga et me l'avait montré en photo, je sais plus quoi. Et le manga fait ça, en fait, de largeur. Et en fait, c'est parce que c'est une édition complète de plusieurs tomes. Et je trouve ça vraiment une mauvaise idée, parce que pour le lire, c'est vraiment ignoble. Et c'est pareil pour les Shaman King. Pokémon, c'est un peu limite aussi. En termes de taille, pour moi, ça pour devient lire, c'est pas très agréable, c'est pas très confort quand tu les lis comme pour ça. les éditions doubles, pour moi, il faut faire attention là-dessus. Et c'est vrai que, par exemple, une bonne édition double que j'aime beaucoup, c'est l'édition de Last Order, de Gum Last Order, le Glénat, qui est en train de rééditer ça. Et du coup, bon, alors évidemment, les mangas étaient plus petits, donc l'édition double est moins grosse. Et pour moi, c'est juste parfait cette édition. C'est-à-dire que en termes de taille, on n'est pas sur une taille de perfect en mode un peu plus grand, mais en termes d'épaisseur, la lecture reste vraiment très correcte et on a vraiment un truc appréciable. Et c'est vrai qu'un double tome basique, comme on peut le voir chez Shaman King, etc. Alors, effectivement, hein, je dis pas que la nouvelle édition est il fallait pas la sortir, etc. Parce que je suis très content de voir une nouvelle édition de Shaman King. Pareil, puis moi, j'étais le premier à l'acheter, tu vois. Le jour J, j'étais quand même les acheter, mais c'est vrai que c'est pas une perfect. Mais c'est un peu dommage. Il y en a qui ont râlé aussi pour Slam Dunk, pour la Star Edition. Moi, ça ne me gêne pas. Après, je m'interroge énormément sur la taille des tomes, parce que Slam Dunk, c'est n'importe quoi en termes de taille. C'est-à-dire qu'on a ça, on a ça, mais il y a de tout, en fait. C'est-à-dire que le premier tome va être plus petit, le deuxième plus grand, le troisième un peu plus petit, tu vois. Et c'est n'importe quoi, je peux te dire. Mais ça me dérange pas forcément lors de la lecture, mais c'est sûr que ça fait bizarre sur une étagère. Bon, après il y a une petite fresque assez sympa. Après c'est le contenu vraiment qui intéresse, donc c'est l'histoire quand tu la découvres, quand tu la lis, quoi. Mais bon, quand tu es collectionneur, c'est un peu con. Alors je voulais juste du coup terminer justement sur les Perfect Editions, pour dire que c'est quelque chose pour moi de très intéressant à faire en permanence. Et d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, je tiens à souligner ce qu'a fait Kion. Je trouve vraiment hyper intéressant et qui devrait être fait plus souvent. C'est l'édition Masterpiece de Aria qu'ils ont fait. Et Aria, je ne connaissais pas du tout. J'ai vu le tome en magasin. Je t'avoue que je ne suis pas penché dessus encore. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, au Festival de la BD d'Angoulême, j'ai pu poser la question à des vendeurs de chez Kion. Du coup, j'ai pu avoir une réponse. Et en fait, une édition Masterpiece, c'est une édition perfecte, mais vraiment bien perfecte. C'est-à-dire que c'est encore plus grand. Pour moi, c'est limite un peu trop gros. C'est plus grand qu'un tome. Ça va à peu près là, tu vois. Ouais, c'est au format comics, à peu près. Non, quand même pas. Abuse pas. Oh. Non, mais on dessiné, j'ai dit comics. Oui, bon, moi, je m'y connais pas assez pour savoir toutes les tailles des comics, mais après, peut-être qu'on n'est pas loin, effectivement. Je ne sais pas. Faudrait comparer. Et c'est vrai que Aria est juste top là-dessus. En fait, ils ont une bonne idée. C'est-à-dire qu'ils ont fait une édition assez chère. On n'est pas loin des 20 balles. Et on est sur quelque chose de luxueux, prestigieux, comme une perfect. Sauf qu'ils l'impriment en quelques milliers d'exemplaires. Donc, si ça se vend bien, il y en aura une édition limitée. Mais pas une édition limitée en mode faut l'acheter, après il n'y en aura plus. Ils en font pas beaucoup comme ça leur coûte pas trop cher. Au compte-gouttes, et vraiment, ensuite, c'est distribué. Et voilà, tout à fait. Et si c'est terminé, s'il y a plus s'il y en a plus, mais ils vont réimprimer. Et ça,
c'est juste la meilleure chose à faire. On nous dit souvent, bah oui, mais ça coûte de l'argent de faire une perfect edition, on n'est pas sûr que ça va marcher. Il suffit de faire ça, vous imprimez ça en 1000 exemplaires, vous voyez ça marche, si ça marche, vous en réimprimez. C'est ce qu'ils ont fait par exemple, alors ils l'ont pas fait exprès, hein, mais Todag, chez Nasc Edition, bah, ils en ont imprimé pas beaucoup parce qu'ils se sont dit, oh, ça va pas marcher, on est une nouvelle maison d'édition. Ça a explosé, ils en ont refait, ça a encore explosé, ils en ont refait beaucoup plus, et là c'est bon. Ouais. Et maintenant ils savent un petit peu à quoi tenir, mais c'est quelque chose à faire, et franchement c'est pas bête, quoi. C'est quelque chose à... Voilà. Après, le problème de ces petits tirages, si tu veux, c'est que au final ça impacte le prix, parce qu'en fait à chaque fois c'est par quantité, ce qui fait que moins t'as de quantité, moins le prix final sera dégressif, et plus en fait tu auras de la quantité, je dis n'importe quoi, 50 000 exemplaires, 10 000 exemplaires, et ben justement plus le prix sera dégressif, parce que forcément l'imprimeur il va faire un prix beaucoup plus intéressant. Donc en fait la problématique de tout ça, c'est vrai que c'est intéressant, mais au final ce qui fait que le consommateur au final il paiera le prix peut-être un peu plus cher que si par exemple l'éditeur avait fait un truc comme avec Full Metal par exemple sur la Perfect. En fait ça impactera le prix, mais c'est une bonne idée, parce que la question en fait t'as un peu le pour et le contre, c'est est-ce que c'est pas mieux de payer un peu plus cher mais d'avoir la Perfect Edition que de pas l'avoir du tout au final. Et une vraie Perfect. Attends 2 secondes s'il te plaît. Ok. Hop, excuse-moi. Non, de toute façon, c'est bientôt fini. Si tu dois y aller, t'inquiète pas. Non, mais t'inquiète. Donc voilà, effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus, dans le sens où, pour ma part, enfin, pour les puristes, hein, on a envie de mettre le prix sur des mangas qu'on aime. Quand tu kiffes un truc, il pourra en l'avoir dans les, pouvoir lire dans les conditions optimales. Oui et non. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Sunken Rock, édité, je crois que c'est chez Kurokawa. C'est trop cher. C'est trop cher le prix. On est sur un format en double tome, donc très gros. Je sais pas, je crois est-ce qu'il a la même taille qu'un Perfect Edition? Si je l'ai lu je crois que oui. Il me semble qu'il est un petit peu plus grand, mais la couverture, il est peut-être un petit peu plus grand. La couverture, et le problème, donne un côté comics et bande dessinée, si tu veux. Et moi, c'est le seul gros problème, et je pense que c'est ça qui a rajouté 6 ou 7 euros. Un manga à 20 euros. C'est trop cher. Mais quelle idée! Quelle idée! Je suis désolé, quelle idée! J'adore Sunken Rock. Idan est un des plus grands fans de Sunken Rock qui existe. Et même lui ne l'a pas acheté. Pourtant, les éditions collector, c'est juste notre dada. Et pourtant, il ne l'a pas acheté. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a un problème. Je suis désolé. Pour moi, à 15 euros max, on aurait réfléchi. Et pour moi, avoir mis une couverture cartonnée, ça a tout cassé. Parce que c'est plus un manga. Moi, j'ai plus l'impression d'avoir un manga entre les mains. Et surtout, lire, c'est beaucoup moins agréable de lire une œuvre avec un truc cartonné plutôt qu'un manga comme ça. Je sais pas, moi ça me gêne. Je sais qu'ils avaient fait ça sur Dédale, je crois, mais je sais plus quelle maison d'édition a fait ça. Mais en gros, Dédale, ils ont fait un format, je l'ai d'ailleurs en plus, ils ont fait un format, c'est en 2 tomes normalement, ils l'ont regroupé, ils ont fait un plus gros format. Et du coup, c'est cartonné et c'est vraiment pas agréable à la lecture. Ça se prend pas en main. Alors que là, leur édition perfecte sur Full Metal, il y a vraiment aucun problème à la lecture. C'est beau, c'est juste tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, après, ils l'ont pas fait sur Full Metal. Donc, j'ai envie de dire, peut-être qu'ils ont compris. Je sais pas. À mon avis, ça s'est pas trop bien vendu. Hein. En fait, Doki Doki, c'est vrai qu'ils ont fait pas forcément le bon choix parce qu'en fait, en tant que. C'est Doki Doki qui avait fait ça. Doki. Autant pour moi. Non, parce que j'étais en train de dire Kurokawa. Hein. Mais en fait, en gros, c'est vrai que quand t'es un lecteur de manga assidu, t'es habitué à un certain confort, en fait, une certaine souplesse de ton tome dans les mains. Et du coup, en fait, ce qui fait que quand tu lis, t'as toujours le truc dans une certaine position, et pour tourner les pages, voilà, t'as l'habitude de lire d'une certaine façon. Et c'est vrai que du coup, l'expérience, elle est gâchée par le format cartonné, qui se rapproche du coup plus de la bande dessinée traditionnelle, du comics également, que du papier souple et des couvertures souples. Et moi, ce que j'aime bien dans les mangas, c'est justement cette couverture souple. Et je trouve que, je sais pas, j'ai pas vu les chiffres de vente, parce que c'est un peu compliqué en France d'avoir les chiffres de vente, mais je pense que ça n'a pas aussi bien marché que ce que ça aurait dû à l'origine. Et je pense que c'est une des raisons, justement, c'est la couverture cartonnée. C'est pas forcément une bonne édition, il aurait fallu plus faire une perfect, je trouve, au format Dragon Ball, au format Full Metal, par exemple.
c'est un plantage, je trouve. Après, je sais pas. J'ai pas les chiffres de vente, mais je suis pas sûr que ça ait bien marché. C'est vrai que c'est compliqué et c'est vrai que par contre, c'est déjà indispensable les couvertures souples, par exemple pour des petits tomes, des gros tomes, mais petits dans la taille. Par exemple pour Shaman King. Mais par exemple, moi, Shaman King, ça aurait été impeccable s'ils avaient fait la taille d'un Full Metal avec voilà cette grosseur-là. Ça aurait été déjà beaucoup mieux, Ouais, ça aurait été pas beaucoup mal. plus à l'aise. Donc après voilà, ce qui est fait est fait. On a une autre édition de Shaman King, c'est déjà ça. C'est déjà pas Moi, mal. ce que je pense que bientôt on va peut-être voir une édition parfaite de Naruto au Japon. Ah, c'est possible. Ça fait un petit moment que c'est sorti. Là, c'est 2014, je dis pas de conneries. Donc, Après 2020, moi, ça fait 6 ans. ça me ferait assez chier de voir ça en France parce que il me reste 12 tomes à acheter de Naruto. T'as pas l'intégrale. Moi, j'ai l'intégrale déjà et ça me ferait chier, je t'avoue, de tout racheter en perfect. Bah, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand j'ai eu ma période avec Pay en mode oh, des mangas vite, plein de mangas, j'en achetais 200 par mois, j'étais en mode à donf, en mode sur les sites Le Bon Coin, etc. J'ai acheté 49 tomes d'un coup de Fairy Tail. Attends, Et du coup, en fait, vu que j'allais à chaque fois dans les maisons, dans les maisons closes, non, pas du tout. c'est un lapsus révélateur, non, dans les boutiques Dans d'occasion. les boutiques d'occasion, tout à fait. Et bien, en fait, à chaque fois que je trouvais des tomes de Naruto, parce qu'il y en a toujours, je les prenais. Et en fait, finalement, à force d'y aller, il me restait 12 tomes. Les 12 tomes de fin, d'ailleurs, parce que c'était les plus récents, donc les plus durs à trouver en occasion. Et du coup, depuis, j'ai beaucoup ralenti le rythme parce que j'ai plus de place, parce que j'ai moins de thunes, La thune. parce que j'ai d'autres priorités. L'argent. Voilà, tout à fait, hein, la tunasse. D'ailleurs, j'ai un Utip, non, c'est faux. On te fera un je t'enverrai un chèque. Et j'ai pris aussi Bleach, par exemple. Par contre, Bleach, je l'ai pris tout d'un coup. Donc voilà, après, c'est quelque chose qui m'embêterait un petit peu, cette perfect de Naruto. Mais dans 5 ans en France, pourquoi pas? Ah, je pense qu'ils sont un peu longs. Hein. Parce qu'entre le moment où la perfect, donc la Kazenban est sortie au Japon, et au moment où ça sort en France, par exemple pour Dragon Ball, je vais pas dire de chiffres parce que je suis pas sûr de moi, mais il s'est écoulé un certain temps. Donc, après, il y en a eu combien des éditions de Dragon Ball, j'ai envie de te dire, en France? 3, 4. T'as eu le 4, je dirais. T'as eu l'édition normale, tu sais, avec où c'est toutes les couleurs là. Ouais. T'as eu l'édition le originale. chapitre. Ah oui, t'as aussi ça. Ouais, je la compte pas, celle-là, l'édition kiosque, je la compte pas. Ah oui. T'as eu l'édition du coup, ouais, originale avec le format d'origine qui était vendu dans les fourreaux. T'as eu ensuite la version tome double mais orange, tu sais, c'était les couvertures orange dégueulasses. C'est ça que j'avais, ouais. Et t'as la Kazenban. Donc, il y en avait, je crois qu'il y en a une autre même. Ouais. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai ces 4 là en tête, principalement. Je sais plus, mais en tout cas. Il y a eu aussi une version double de l'édition originale avec les vraies couvertures. Ça, je le sais aussi. Mais, peut-être, je sais pas, c'est ça. Et du coup, en tout cas, il y en a eu beaucoup. Et à force, enfin, ils ont fait la perfect. Et maintenant, ils se disent. Enfin, non, ils en ont fait une autre, la version Panini. Enfin, c'est pas Panini, c'est. La version kiosque, la dernière version kiosque. En grand format. Non, c'est un partenariat entre Hachette et Glénat. Entre Glénat et en fait la version kiosque grand format. Et c'est basé en fait sur inspiré plutôt du format le format Jump qu'ils ont eu au Japon. Ouais. Il y a eu ça aussi également pour One Piece, tout ça. D'ailleurs, c'est sorti pour One Piece aussi en France. Mais c'était pas aussi intéressant qu'au Japon. Moi, perso, j'ai pris le premier numéro, histoire de feuilleter, puis de profiter de l'histoire un petit peu en grand format. Mais franchement, ça abusait. Le papier, c'était un papier de merde, on va pas se le dire comme ça, du papier de journal limite. Ouais. Dis-toi que, d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi j'ai découvert le Jump en allant au Japon l'année dernière. Ah, tu connaissais pas avant je connaissais, mais j'en avais jamais eu entre les mains. D'accord. Et je m'étais jamais intéressé à ça, ça ne m'intéresse pas forcément plus moi, que ça. Moi, c'est un truc, c'est une aparté, mais c'est leur magazine vraiment dont j'ai toujours été fan depuis que je suis ado, depuis que, je sais pas, depuis que je suis au collège, je connais le magazine, je suivais à peu près l'actualité, les mangas qui paraissaient là-dessus. Je lisais les scans de Naruto déjà quand j'étais au collège, donc ça remonte. À l'époque où tu avais le fameux trio One Piece, Bleach, Naruto, tu vois, j'ai connu cette époque-là. Et quand j'ai eu un peu d'argent, le premier achat que j'ai fait avec ma carte bancaire sur internet, c'était un Jump que j'avais acheté en import du Japon.
Ah D'ailleurs, ouais, bah, ma tu carte vois. marchait pas à Ouais. l'étranger, du coup, sur les sites étrangers, du coup, j'avais dû demander à mes parents pour importer mon Jump. Donc ça rebondit un petit peu sur la vidéo que j'ai fait récemment. Mais non, très tôt, j'en ai commandé justement pour les collectionner, pour les avoir entre les mains, parce que c'est un objet qui me fascinait, tu vois. Le concept d'avoir l'objet qui de pré-publication des plus gros mangas, enfin de mes mangas préférés de Mhm. l'époque, c'était juste un peu fou, Après, quoi. moi, je comprends pour les vieux Shonen Jump. Et là, tu vois, par exemple, je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas, on prend le dernier et tout, je vais regarder ce que ça donne. Je l'ai ouvert. Je n'étais pas au courant que c'était aussi dégueulasse, en Bah, c'est fait. du papier recyclé en fait. En France, jamais un truc comme Mais ça pourrait oui, sortir. je sais parce qu'ils l'ont essayé au début. Ils l'ont essayé. Je crois que c'est Pika qui a essayé directement quand il est arrivé dans le marché du manga. Ils ont fait ça et ça n'a pas fonctionné du tout. Et Ça, je sais pas du tout, mais je sais que le plus récent, c'est Akiba Manga. C'était mince, Ankama Édition qui avait lancé son propre magazine de prépublication. Et ça a ouais. dû s'arrêter au bout de 6 ou 7 Non, numéros, une mais connerie comme ça. aujourd'hui, ça sert à rien de faire ça. Je veux dire, il faudrait sortir un équivalent du Jump Plus en France, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça arrivera pas tout de suite. Peut-être d'ici Bah, 5 ans. malheureusement, c'est le fait qu'il n'y ait pas autant Enfin, si tout le monde fait ça, ça va être compliqué. Si chacun fait son application dans chaque maison Hmm. d'édition. Bah, pas forcément, mais en fait, ce serait en France comment dire, les maisons d'édition qui seraient peut-être perdantes. Quoique pas forcément, en fait, parce que tu gardes l'exclusivité des volumes reliés en version physique. Et les chapitres hebdomadaires, tu les sors de façon légale et digitale via Manga Plus. Ça pourrait être une solution. D'accord. Mais je pense que ça finira par arriver parce que je pense que les sites de scan, ils disparaîtront jamais vraiment. Mais en tout cas, le jour où tu as Ouais. une offre légale, Bah, de toute façon, les sites de scan sont si populaires que de toute façon, il faut se rendre compte que le marché ouais, du c'est numérique est. ancré. C'est ancré, mine de rien. C'est encore un autre sujet, peut-être qu'on exploitera dans une vidéo. Moi, je suis désolé. C'est vrai que là-dessus, ils me sortent un style de Spotify pour scan et je te l'achète. Je te l'achète totalement si je peux voir tous mes scans. Et figure-toi que bah, moi, c'est un projet que je suis en parallèle depuis un petit moment. Manga.io, ça s'appelle. Et en fait, c'est un gars qui a essayé de développer depuis un an à peu près une sorte de Netflix du manga en digital. Imagine. Mais il a pas le droit. Si, t'as les C'est droits, pas c'est légal. légal, et il travaille main dans la main avec des éditeurs. Tout est réglo, tout est carré. Donc tout est Ah officiel ouais. si tu veux. Je t'enverrai le lien juste après, ou je le mettrai carrément le lien Ah de mais non, mais l'application. Il y a des informations qui sont tombées hier, comment dire, la date de la version bêta de cette application, ce site, je ne sais pas exactement ce que ça sera sous quelle forme, mais ça va sortir, ça va être dévoilé très prochainement. Et en gros, ça sera une Netflix du manga, une sorte de Netflix du manga. Tu vas payer une certaine somme par mois pour lire à volonté des mangas en digital. En plus, ils ont fait un mini manga pour présenter Ah, le t'as truc. regardé, c'est bien Manga.io, un truc comme ça? Ouais, c'est bien Manga.io. Par contre, c'est pas très bien dessiné. Non, mais c'est pour marquer le coup, c'est une petite pub marketing. Ouais, je sais Ça bien, fait mais un c'est an qu'il y a le rigolo. projet qui est lancé, mais c'est du concret, hein. Les éditeurs sont au courant, ils avaient même partagé la news l'année dernière, en fait, quand on savait comment allait être lancé le projet. Donc c'est un truc vraiment concret. Personnellement, moi, Mais qui c'est m'intéresse. carrément à faire, ça serait fou. Bah, moi, perso, sincèrement, j'avais eu l'idée, il y a quelques années, de me dire, est-ce que moi personnellement, est-ce que je pourrais lancer une plateforme telle que Netflix du manga, où tu peux lire, tu payes 9,99€ ou une connerie comme ça, et tu lis à volonté du manga par mois. Mais j'avais regardé, mais les démarches sont astronomiques. Enfin, tu vois, c'était pas possible. Même Tu pour m'étonnes, discuter avec les ayants franchement. droit, tout ça, si tu parles pas parfaitement japonais, c'est pas possible. J'avais regardé ça sérieusement, vraiment, bon, pendant quelques jours comme ça, mais ça s'avère trop compliqué. Mais si le gars y arrive, je serai le premier à soutenir la plateforme, ça c'est sûr. C'est clair. Moi franchement, j'irais jusqu'à 30 € max par mois, tu vois. Ah, peut-être pas, ça sera trop cher. Je pense que ça sera une offre à les 15-20 balles par mois. Je sais pas, peut-être le prix de 2 tomes et demi, à peu près, de manga, je sais pas. Je Ouais, te une dis ça au quinzaine hasard, d'euros. Mais je pense que moi, je serai le premier à donner de la thune, tout simplement, pour soutenir le Bah, projet. grave. Et si c'est Attends, bien moi fait, je tu suis lis un du gars qui manga lit en des scans illimité. depuis des années, mais si je lis des scans, c'est pas pour faire le gars en mode ah ça y est, je m'en fous moi, des gens et tout. Non, tu vois, non, au contraire, je soutiens les auteurs et justement s'il y a un moyen légal qui sort, ça sera plus qu'un plaisir que de participer à ça, surtout si c'est bien fait. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc, de toute façon, j'en parlerai, j'ai prévu d'en parler en vidéo. Quand ça sera plus concret, quand il y aura un peu plus d'informations, parce que ça fait longtemps que je suis au courant du projet, ça fait un an à peu près. Mais c'est encore un peu flou, si tu veux.
Donc peut-être je ferai une interview, je demanderai à faire une interview de la personne qui se charge de ça, j'ai pas son nom malheureusement. Mais en tout cas, je vous mettrai les liens dans les commentaires si vous voulez. Pour ceux qui n'ont Il va rien sur YouTube. bosser, il va bosser. En tout cas, voilà, moi j'ai fait le tour de tous les sujets qu'on avait à traiter. Je sais Mais pas si t'as quelque écoute, chose à... moi aussi, non, j'avais quelques petits trucs, mais c'était vraiment pas trop important et il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Non, non, tous mes sujets principaux ont été évoqués. Il n'y a aucun souci. J'espère qu'on n'a pas été trop... de base, ça devait faire une demi-heure, ça fait 1h30 qu'on y est. Je pense que, voilà, c'est un épisode test, bien sûr. Évidemment, les retours, de toute façon, sont faits pour ça. Faut aussi que l'échange soit bien. Est-ce que c'est pas trop couper la parole? Est-ce que chacun a pu prendre la parole comme on voulait? Est-ce que ça a été bien préparé? Est-ce que sur le montage, Dorian, il a fait ce qu'il fallait? Bah le montage sera basique, hein, juste que t'es les parties entre guillemets. Après, qui oui, mais méritent après, d'être je pense que coupées. Mais après c'est une tu sorte peux de mettre, podcast, hein, donc le but c'est vraiment tu d'être peux mettre un tranquille. overlay, je veux dire, parce que faut qu'il y ait nos deux tronches sur la vidéo, et tu peux mettre un overlay autour. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai prévu pour la partie Avec visuelle sur peut-être YouTube. C'est ce que je vais faire. des informations. Et ce que je te propose aussi de faire, c'est peut-être aussi de mettre des timecodes sur YouTube. Ah, peut-être. Bon, ça va être du boulot supplémentaire. Mais Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Mais de toute oui. façon, tu auras besoin de regarder la vidéo tout en entier pour dérusher, pour couper les moments. Donc, tu as juste à noter à quel moment on parle de tel sujet, que les maisons d'édition, les perfect éditions, les points positifs, telle maison d'édition. Et puis, ouais, non, mais je pense que ça se fait. D'accord, d'accord. Bah écoute, on verra. De toute façon, ce sera un premier épisode. J'espère qu'il y aura des bons retours positifs sur l'émission. Je rappelle que c'est vraiment un podcast en mode on parle d'un sujet spécifique, en mode chill, on est tranquille, on est là. Voilà. J'espère que vous allez apprécier ça. Et puis bon, il y aura plusieurs autres numéros. À quelle fréquence ça sortira, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Bon courage à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse, combien de personnes sont arrivées jusqu'au bout de ce premier épisode qui doit durer plus d'1 heure, ça c'est sûr. Merci Taku d'avoir participé à ce projet. Bah, écoute, merci à toi, c'est un projet très intéressant. Ouais, ça fait un moment que c'était dans les cartons, mais entre le moment où je décide d'un truc et le moment où ça se passe, il y a toujours du temps qui s'écoule, mais c'est normal. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et écouté ce podcast en entier. Merci Taku, je vous mettrai les liens de Manga Corp, donc la chaîne de Taku et de Idan en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Salut!